Bonjour à tous et bienvenue à cette plénière organisée par la Mobile Marketing Association France, la MMAF, et le salon e-commerce Paris est consacré, vous l'avez compris, au mobile marketing, au mobile commerce. Et nous allons essayer au cours de ces 2 prochaines heures de comprendre comment le mobile va transformer le point de vente en un écran comme les autres. En effet, en digitalisant chaque étape du parcours client, le mobile fait du point de vente un simple écran, abolissant définitivement la barrière entre le on et le off. Est-ce que le mobile sera le pilier du responsive retail? Ce sont des questions que nous allons aborder aujourd'hui. Alors, ces 2 heures vont être divisées en 3 tables rondes. La première table ronde est consacrée au mobile to store et j'ai le plaisir d'accueillir 5 speakers de haute qualité. Christine Turc, bonjour. Alors, en 2 mots, vous êtes directrice commerciale d'Edmove. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre société en quelques mots? Très bien, oui. Bonjour tout le monde. Admove, c'est une société qui a été créée il y a 5 ans, qui était basée d'abord sur la dimension géolocalisée du téléphone. Et en fait, c'est une technologie qu'on a élaborée pour pouvoir récupérer les positions de chaque personne se connectant à les applications habituelles que vous pouvez avoir l'habitude d'utiliser, comme l'Équipe, Le Monde, Le Figaro, Allociné, et de distribuer finalement de la publicité en fonction de votre point géographique. Ce qui peut évidemment avoir énormément d'intérêt quand on va finalement diffuser des campagnes géolocalisées autour de points de vente. Et on reparlera dans quelques instants de vos solutions concrètes en matière de génération de trafic en point de vente. À votre gauche, Jean-Philippe Gallet, bonjour. Bonjour Jérôme. Alors vous êtes le cofondateur de MyElephant. Même question, présentez-nous en quelques mots votre société. Alors effectivement, je suis cofondateur de MyElephant. Avant ça, j'ai une expérience d'une dizaine d'années dans le marketing mobile. MyElephant, c'est un éditeur d'une plateforme de marketing mobile, justement, qui permet aux directions CRM, aux directions e-commerce, de diffuser des formats publicitaires conçus pour les smartphones et les diffuser en temps réel via les canaux du mobile messaging. Très bien, et on reviendra également dans un instant sur vos solutions concrètes en matière de génération de trafic. À votre gauche, Stanislas Coignard. Bonjour. Oui, bonjour. Donc moi je suis en charge de la stratégie pour S4M. S4M c'est une société française qui a été fondée par des pionniers du mobile qui étaient là il y a déjà presque une quinzaine d'années. Et aujourd'hui sa mission c'est de surveiller tous les investissements publicitaires mobiles qui sont investis par les annonceurs et leurs agences médias depuis l'impression d'une publicité jusqu'à une conversion sur un site mobile, sur une application. Et évidemment, le sujet du mobile to store nous passionne. Très bien, on reviendra également dans un instant sur vos solutions. À votre gauche, Loïc Morvan, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes responsable marketing produit de Digitaléo. Quelle est votre activité? Donc Digitaléo a été créé en 2004, donc il y a 10 ans, sur le boom du SMS, on va dire, dans un contexte commercial. Depuis, on accompagne environ 3000 points de vente en France, dans tout ce qui est génération de trafic, donc en point de vente, basé sur le mobile, basé sur tout ce qui est donc, mobile marketing, email marketing. On les accompagne également donc, sur tout ce qui est animation du point de vente. Et un dernier point sur la partie fidélité. Très bien. Et à votre gauche, notre 5e intervenant, Christophe Beauvais. Alors vous êtes responsable des projets innovants chez Orange. Alors Orange, on vous connaît évidemment comme le géant français des télécommunications, mais vous êtes également très actif dans le marketing et le mobile marketing. Quelle est votre activité exactement? Voilà, donc dans la partie mobile marketing, donc Orange accompagne depuis de tout temps les professionnels du marketing, que ce soit les agences de publicité ou les prestataires. Et donc dans ce cadre-là, compte tenu de notre expérience, on a tenu à apporter un outil essentiel pour le développement de ce marché. Là, je parle de marketing mobile sur SMS. Et on a souhaité rajouter la dimension géolocalisation à cette offre. Très bien, alors 4 prestataires, 4 solutions qui sont, j'imagine, partiellement concurrentes. On va revenir peut-être avec vous, Christine. Vous aviez commencé à nous l'expliquer sur les solutions concrètes que vous proposez aujourd'hui aux e-commerçants et aux commerçants pour générer du trafic en point de vente. Est-ce que vous pouvez donc nous revenir sur ces solutions? Tout à fait. Effectivement, aujourd'hui, l'idée au départ d'Admove, ça a été finalement de renvoyer des gens dans les magasins. Pendant une dizaine d'années, on a essayé finalement de les faire acheter sur le digital et aujourd'hui, on essaye de les ramener dans les points de vente. Et la meilleure manière qu'on a trouvée pour le faire, c'est effectivement de diffuser des publicités
de branding, on va dire d'image, sur des applications qui sont largement utilisées, et de diffuser ces campagnes publicitaires juste à côté des points de vente, dans ce qu'on appelle les zones de chalandise virtuelles, et c'est ce qui équivaut à faire du géofencing autour d'un point de vente. On prend effectivement les adresses de toute une enseigne, donc parfois c'est 600 adresses pour les magasins, par exemple Yves Rocher, et on va diffuser des campagnes en zone de chalandise de ces magasins-là. Donc concrètement, je suis en train de me balader sur mon smartphone, j'ouvre une application, n'importe laquelle, et il va y avoir une bannière qui va m'inviter à visiter une boutique Yves Rocher à proximité de l'endroit où je me trouve, où j'ai été géolocalisé. Tout à fait. Et dans les heures d'ouverture de ces magasins, de préférence, on fait énormément de campagnes pour du fast-food ou pour de la restauration, on va le faire au moment des heures de déjeuner. Faire de la simulation de vente au moment où les gens ont besoin d'un service et dans la zone de chalandise la plus proche du magasin. Donc c'est-à-dire qu'on passe à un endroit, on est soit dans une zone commerçante et on va effectivement se rendre, il est l'heure de manger, tiens, à midi, dans cette rue-là, à 200 mètres de là où on se trouve, il y a un burger à moitié prix et effectivement on y va. D'accord. Ça, c'est les solutions que vous proposez sur le marché depuis déjà longtemps 5 ou ça reste ans. encore du POC, du Proof of Concept? Non, c'est une solution qu'on réalise depuis maintenant 5 ans. Et aujourd'hui, en fait, en 2015, ce qu'on commence à faire, c'est qu'on va aussi aller finalement élargir ces zones de chalandise en allant chercher les gens qui se sont rendus dans ces points de vente, mais par exemple dans les 30 derniers jours, pour créer des clusters d'audience. On va essayer finalement de ramener des gens dans les magasins, par exemple les gens qui vont régulièrement chez Picard. On peut considérer que c'est des familles ou des gens qui effectivement consomment du surgelé. Ça dit quelque chose sur eux et on peut effectivement créer des clusters par rapport à ça. Ou quelqu'un qui s'est rendu dans une concession dans les 30 derniers jours. De la même manière, on peut imaginer que c'est quelqu'un qui est en démarche active pour acheter une voiture. Et ça, on est aussi capable, grâce à la géolocalisation de votre smartphone, une fois que vous l'avez rendu opt-in, c'est-à-dire qu'on travaille évidemment sur que des personnes qui sont opt-in, qui ont accepté de donner leur géolocalisation au Monde, au Figaro, à l'équipe, et de rediffuser des messages auprès de ces personnes qui sont censées être intéressées par une marque ou une autre. Vous citiez quelques marques médias, ce sont des gens donc, qui vont diffuser les bannières dont vous parliez, c'est ça? Exactement, c'est-à-dire que pour ce faire, on est obligé d'être accordé directement. En fait, pour avoir l'autorisation d'utiliser aussi ces données géographiques et pour avoir la certitude que cette donnée géographique est située au bon endroit, on est presque obligé d'être accordé directement pour avoir une audience 100% vérifiée et 100% au bon endroit. Très bien, et on reviendra dans un instant peut-être sur des données plus quantitatives et la question du ROI de votre solution. Jean-Philippe MyElephant, concrètement, vous faites quoi pour générer du trafic dans les points de vente? Alors effectivement, nous aussi, la génération de trafic en point de vente, ça a été vraiment un des objectifs fondateurs de la vision de l'entreprise et de la solution. D'ailleurs, pourquoi vous vous appelez MyElephant? Il y a un rapport avec Alors, il y a un les éléphants dans les magasins de porcelaine? Il y a un rapport. En fait, nous, on travaille en fidélisation, essentiellement. Et l'objectif de notre solution, c'est que les messages des marques avec qui on travaille soient vraiment top of mind. Donc vraiment mémorisables et que finalement on passe d'un marketing de messaging qui est un petit peu, disons, masse à quelque chose de one-to-one, quelque chose de vraiment smart qui fait que le format publicitaire et du coup le message de l'annonceur soit vraiment bien perçu par l'utilisateur. Alors vos solutions concrètes donc, pour générer du trafic en point de vente? Alors concrètement, nous, on propose un outil en SaaS qui se sert de deux leviers très forts du marketing mobile pour créer de l'efficacité. Le premier levier, c'est l'instantanéité. C'est l'instantanéité et on joue ce levier-là par l'intermédiaire du mobile messaging. Donc le mobile messaging, pour être concret, il y a grosso modo 2 technologies aujourd'hui. Il y en a d'autres qui sont en train d'apparaître, mais il y a le SMS, qu'on connaît bien, il y a les push notifications, mais globalement l'expérience utilisateur est un petit peu la même. On reçoit un message texte en temps réel. Et on associe ça à un format publicitaire qui est hyper personnalisé et qui est généré en temps réel pour chacun des utilisateurs par notre plateforme. Et donc ces formats, ils servent différents objectifs. Il y a des objectifs de m-commerce, donc de vente directement sur le site mobile de la marque, par exemple des objectifs de gamification de la relation client, de recueil d'avis clients, mais bien souvent, je dirais peut-être dans les 3/4 des cas, et c'est d'ailleurs les cas qui ont, comme je vous disais, généré l'envie de lancer cette société, c'est un objectif de création de trafic en point de vente. Donc pour faire ça, on a des modules qui sont un petit peu spécifiques, qui sont
intégrés dans ces formats publicitaires. Alors les modules, je vais vous donner quelques exemples, des très classiques comme les store locators qui sont générés sur la base d'un simple fichier Excel des points de vente. Des modules un peu plus fins qui vont être des modules de guidage. De la même manière, l'utilisateur est routé soit vers le magasin le plus proche ou le magasin auquel il est rattaché si on est sur des réseaux de franchise. Et puis, par exemple, dernièrement, on a noué un partenariat avec une société de e-réservation qui a déjà d'ailleurs un stand sur le salon qui s'appelle SoClose et qui permet directement depuis les campagnes de messaging de réserver des produits en point de vente et les utilisateurs vont par la suite chercher les produits directement. Donc on arrive à finalement générer de la transformation en point de vente en se passant de la transaction, qui est aujourd'hui encore un point de friction dans les parcours clients. Très bien, et on reviendra également dans un instant sur des cas clients et des données plus quantitatives. Stanislas, également, concrètement, vos solutions pour générer du trafic en point de vente? Juste avant de parler de nos solutions, je trouve qu'il y a 3 besoins en fait quand on entend un petit peu là ce qui se dit. Il y a la notion de ciblage. Est-ce que je vais être capable de cibler une personne qui est en réelle intention d'achat dans une zone particulière? Il y a la notion de contenu. Si je la cible, cette personne, est-ce que je vais être capable de lui délivrer le bon contenu? Je donne un exemple, mais ça peut être un prix disponible dans ce magasin sur un produit qui est réellement en stock. Et puis il y a la notion de la mesure. Et on le disait à l'instant, aujourd'hui, si on n'est pas capable d'encapsuler le paiement, ça va être très compliqué, malgré toutes les bonnes énergies, de mesurer réellement l'efficacité de l'action de Mobile to Store. Nous, on essaie de couvrir ces 3 problématiques. Donc avec le ciblage, le marché est en train de se déplacer vers une forme d'automatisation, le programmatique, qui va être enrichi d'un certain nombre de data. On parle même plus du big data, on va parler du liquid data, cette fameuse data en temps réel. Il y a ce qu'on stocke comme data et il y a la data qui est disponible tout de suite, là maintenant, parce que le mobile, il est dans l'immédiateté. En termes de contenu, si on n'est pas capable de réinventer la manière d'adresser un message, alors peut-être à travers du SMS ou même à travers du display ou des notifications, ça pose problème. Il y a beaucoup de choses qui sont imaginées sur le conditionnel. Il fait chaud, il fait beau, je suis à proximité d'un restaurant de fast-food, il est 14h30, c'est le moment pour ce restaurant de fast-food de proposer une glace disponible avec un coupon de réduction. Ça fait beaucoup de facteurs qui doivent être intégrés dans le mobile parce que effectivement le mobile c'est la personne elle-même. Et j'imagine que c'est exactement ce type de solution que vous avez développé chez S4M. J'allais y venir, c'est exactement. Non, mais je veux dire, si on n'est pas à ce niveau-là aujourd'hui, en fait on est rapidement dans l'intrusion, on est rapidement dans des choses qui ne sont pas adaptées au parcours et à l'intention réelle du mobinaute. Et je pense que les annonceurs et les retailers font fausse route. Après, il reste la mesure. Et là, je reconnais que même nous, on cale parce qu'on étudie des solutions beacon. Aujourd'hui, pour être identifié par un beacon, il faut avoir l'application. Les beacons, on rappelle, ce sont les bornes soutenues par plusieurs industriels qu'on place dans les boutiques et qui permettent un peu d'identifier et de traquer le consommateur. C'est un peu un cookie offline C'est un cookie offline, en tout cas, c'est ce qui devrait permettre de réconcilier le on et le off avec la passerelle du mobile. Et donc, simplement, c'est une très belle promesse, mais pour que ça fonctionne, il faut avoir la géolocalisation acceptée pour l'application, il faut avoir l'application à jour avec cette brique beacon, il faut que la personne soit identifiée en magasin et que son Bluetooth éventuellement soit allumé. Donc nous, on a fait un certain nombre de tests à grande échelle. Concrètement, c'est 13% des gens qui sont concernés. Il y a plein d'enseignements à avoir par rapport à ça, mais 13%, c'est pas assez pour générer du trafic et travailler sa base. Alors, quelles sont vos recommandations? Alors, il y a d'autres cas de figure, comme le Wi-Fi, et puis même la coordonnée XY de l'utilisateur lui-même. Probablement que la limite, ça va être qu'on aura du mal à aller trop loin en publicité pour avoir cette mesure, et ce sera la responsabilité des retailers de renvoyer une information à toute la zone programmatique
peut-être à travers une DMP ou ce genre de choses dont on parle beaucoup. Donc le fait de gérer soi-même sa data. Très bien, on reviendra dans un instant sur ces questions. Chez Digitaléo également, quelles sont les solutions, Loïc, que vous proposez concrètement aux commerçants? Chez Digitaléo, donc on croit beaucoup également aux points de vente physiques. On travaille très peu avec le e-commerce, on suit par contre beaucoup de choses qui s'y passent. Et le point le plus important, c'est qu'aujourd'hui, il y a une très faible maturité digitale des commerçants sur le point de vente. Il y en a forcément qui sont très à l'affût des nouvelles technologies, très penchés sur tout ce qui est beacon, etc. Mais globalement, un commerçant aujourd'hui, il a une base de numéro de portable qu'il a collecté, on ne sait pas vraiment comment, lui non plus d'ailleurs. Il ne s'est jamais posé la question de est-ce que j'ai un opt-in, d'ailleurs c'est quoi un opt-in. Et du coup, nous on essaye de l'accompagner aujourd'hui sur toutes les problématiques donc, de messaging mobile, aussi bien donc, comme chez MyElephant sur la partie SMS que sur la partie notification push. On lui propose donc une solution, une plateforme on va dire simple, vraiment simple d'accès pour que, entre guillemets, si je caricature, mais le fleuriste du coin ou le plombier puisse créer une campagne de marketing et évidemment pouvoir l'enrichir avec des informations donc, de type store locator, de type formulaire de confirmation d'une invitation à un événement sur le magasin, formulaire de réservation d'un produit, des contenus un petit peu plus dynamiques qui vont apporter vraiment une valeur ajoutée au SMS, à l'email, à la push notification. Très bien, alors Christophe, on l'a compris, hein, pour avoir un commerce connecté, il faut déjà du Wi-Fi. Orange a des solutions pour accompagner les commerçants, mais il y a également évidemment des solutions concrètes pour générer du trafic en point de vente. Quelles sont-elles? Oui, d'ailleurs, je précise aussi que Mettez Orange... bien le micro dans l'axe, Ouais. comme ça on Je vous précise entendra aussi qu'Orange a une solution Beacon, hein, Orange Beacon avec une suite complète, à la fois matériel et logiciel, pour faire de la géolocalisation de proximité, éventuellement indoor. Voilà, donc nous ce qu'on propose, c'est ce qu'on appelle donc de la géolocalisation outdoor, donc on est bien dans le cadre du mobile to store, hein, le but c'est bien de faire venir des personnes dans les magasins d'une marque. Et donc pour ça, en fait, on travaille sur un mode de fonctionnement qui s'appelle le geofencing, ça a été expliqué. En français, on appelle ça entrée de zone. Et il s'agit tout simplement de définir autour de points d'intérêt, qui sont évidemment des points de vente, des magasins, des périmètres virtuels. Et le principe, c'est que quand une personne, donc son téléphone en l'occurrence, traverse ce périmètre virtuel, le service avertit le client de l'opération, charge après à l'agence marketing d'envoyer le bon message en disant « Monsieur X », puisqu'il a son numéro de téléphone, vous êtes à 2 pas du magasin qui a telle adresse et là où vous attend une offre exclusive par exemple. Voilà, donc ça c'est le principe de notre solution. Donc l'outdoor, un peu je pense sur le même principe que ce que font les applications GPS. La grande particularité pour nous, c'est qu'il s'agit d'une géolocalisation opérateur. C'est-à-dire qu'on a prévu ça pour les agrégateurs qui envoient des SMS et on sait tous que la force du SMS, c'est son caractère universel. C'est capable d'adresser n'importe quel terminal, quelle que soit sa génération, quel que soit son type. Et donc pour nous, il est important d'apporter une géolocalisation qui soit, on va dire, cohérente avec cette technologie. Et donc notre technologie de géolocalisation est basée sur la détection au réseau. C'est qu'à partir du moment où un téléphone est branché au réseau, on est capable de le détecter. Donc il n'y a absolument aucun prérequis d'un point de vue technique et on peut adresser tout le monde. Donc concrètement, 100% du parc de téléphone aujourd'hui peut recevoir le SMS, alors qu'avec les notifications, par exemple, on n'adresse que le haut de gamme et les On adresse avec les limites qu'on connaît, c'est-à-dire que les notifications peuvent être bloquées. Alors je ne dis pas que c'est mieux, hein, il y a des besoins différents, mais en tous les cas, notre ambition à nous, c'était de couvrir des solutions qui n'étaient pas technologie dépendantes et qui s'ouvrent à tout le monde. Et juste un deuxième point important à rappeler, c'est qu'on propose cette solution-là à la fois dans ce qu'on appelle un mode fidélisation, c'est-à-dire qu'on permet aux marques de nous présenter leur propre base, évidemment des bases opt-in, comme il a été dit, hein, ça c'est une règle du secteur, il faut que les gens aient donné leur accord. Donc sur la base d'une marque, on est capable de faire des recherches. Et on a également un deuxième mode qu'on appelle acquisition, qui est une base que propose Orange, la fameuse base ActuMarque, qui est mise à disposition des annonceurs qui veulent prospecter des usagers qui ne connaîtraient pas au préalable. Très bien, alors merci pour ce premier tour de présentation de vos solutions. Christine, je vais vous redonner la parole. Vous parliez de Yves Rocher, mais j'imagine que vous avez peut-être d'autres cas clients en tête. Aujourd'hui, ces leviers, est-ce qu'ils sont efficaces? Est-ce que concrètement, on peut envoyer beaucoup de personnes en point de vente? Et est-ce que ce sont les bonnes personnes? Est-ce que vous avez des retours d'expérience quantitatifs, qualitatifs sur ces différentes opérations de génération de trafic en point de vente?
Alors c'est certainement le cas, maintenant il faut le prouver. Effectivement, ce que disait Stanislas, c'est assez difficile finalement de prouver qu'on a amené des gens dans un magasin. Sur le digital, en tout cas sur le web, on sait faire ça très bien, on met des cookies et effectivement on arrive à tracer et savoir même le panier moyen que les gens vont avoir sur l'action concrète et puis les mois qui viennent. Sur le mobile, finalement lier le monde physique avec le monde virtuel. Il y a plusieurs leviers pour le faire. C'est pas toujours évident pour toutes les marques. Il y a des marques avec lesquelles on a travaillé, sur lesquelles ils avaient un CRM extrêmement développé comme Marionneau, qui ont réussi à capter les codes barres, les remontées, etc., mais qui à date ne veulent pas partager leurs résultats et eux savent effectivement le panier moyen qu'ils ont réussi à avoir grâce à des campagnes géolocalisées. On a réalisé un autre cas avec KFC, Aegis et FeedsUp. Donc c'était un partenariat finalement entre ces marques-là. C'est vrai qu'AdMove tout seul, on n'avait pas la capacité de pouvoir mesurer en point de vente finalement si on avait réussi à envoyer des gens. On a fait un cas concret donc avec 2 magasins KFC. On ne l'a pas fait sur l'ensemble du réseau KFC. On l'a fait sur Tours, sur 2 enseignes qui sont basées à Tours. Il y a 2 KFC qui se situent là-bas. On a diffusé donc des campagnes pendant 1 mois autour de ces 2 restaurants, aux heures de déjeuner. Effectivement, comme je vous le disais tout à l'heure, ça a plus de sens d'envoyer des gens manger à l'heure des repas. On a diffusé ça dans les zones de chalandise qu'on avait étudiées avec la marque. Et pour essayer de tirer un enseignement, savoir si effectivement on avait réussi à envoyer des nouveaux clients KFC, on a travaillé avec FeedsUp. FeedsUp, ils se présenteront tout à l'heure, donc je ne vais pas forcément tout raconter sur ce qu'ils font, mais c'est effectivement un équivalent de Beacon avec d'autres technologies justement qui se basent plutôt sur le Wi-Fi, qui permettent de capter plus de monde et sur lesquels on a travaillé avec l'implémentation de leur SDK. Alors, je ne sais pas si ça parle à tout le monde, mais de ce petit bout de code qu'on a intégré dans des applications que l'on gère aussi par ailleurs en publicité, que sont Skyrox-Logé. La méthode a été de poser ces petits boîtiers dans les 2 restaurants qui participent à l'opération. On l'a fait 1 semaine avant la campagne de publicité, donc on a pu remarquer combien de personnes on arrivait à voir passer avec ces petits bouts de code, donc disons une base 100 pour que je puisse vous donner quelques résultats. Et ensuite de ça, on a commencé la campagne de publicité pendant 3 semaines. Donc on a envoyé une communication qui disait vous êtes à côté d'un KFC, c'est à 300 mètres, c'est le KFC de Tours, je ne me souviens plus l'adresse, et il y a effectivement un menu en ce moment à 5 €. Allez-y, c'est maintenant. On a déployé cette opération, donc on a pu en magasin compter finalement les gens qui avaient été exposés à la publicité sur le réseau AdMove et FeedsUp, qui s'étaient ensuite rendus sur les points de vente et qui effectivement avaient cliqué ou pas sur les bannières. Et vous avez des chiffres? Et on a des chiffres. Et alors c'était évidemment, comme dit Stanislas, génial, superbe. On a envoyé entre 5 et 7% en fonction des 2 restaurants supplémentaires. 100% des gens qui se sont rendus dans des restaurants n'étaient pas présents la semaine précédente. Donc c'est que 100% de nouveaux clients. Donc il y a eu une hausse de fréquentation de l'ordre de 5% dans ces 2 chaînes de restauration rapide. 5% et 7%. Il y en a un qui a mieux fonctionné que l'autre. Pourquoi, je ne sais pas. Après, c'est des questions qui doivent mûrir au sein de l'annonceur et effectivement connaître un peu leur zone de chalandise, parce qu'il y en a un qui est mieux situé que l'autre, plus propre. C'est des questions sur lesquelles on n'a aujourd'hui pas d'informations. Et 5-7%, c'est une estimation? Parce qu'il y a peut-être des gens qui sont venus et qui n'avaient pas forcément été identifiés comme étant... Alors, c'est ceux qu'on a remarqués qui ont été exposés à la publicité. Oui. Ceux qui ont aussi cliqué. Et effectivement, il y en a certains qui ne sont pas géolocalisés, sur lesquels on n'a pas adressé de publicité. Et Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a peut-être des gens qui sont venus, qui n'avaient pas été identifiés comme étant originaires de la campagne que vous aviez réalisée. Normalement, non. Le chiffre est peut-être plus important que celui que vous donnez, en fait. C'est possible. Après, ce qu'on a aussi remarqué, qui est assez intéressant, on ne pensait pas trouver ce chiffre, mais en fait, on s'est rendu compte que tous les gens qui se sont rendus dans les 2 KFC n'avaient pas cliqué sur les bannières. Tous ceux qui ont cliqué ne se sont finalement pas rendus dans les 2 KFC. Donc, est-ce que l'offre était déceptive? Est-ce que finalement, toute l'information était dans la bannière et dans l'interstitiel, donc il n'y avait pas besoin de cliquer pour s'y rendre? Ça bouscule un peu, en fait, finalement, des informations qu'on avait l'habitude de regarder. C'est une seule campagne pour le moment. On espère en faire d'autres. Un premier retour d'expérience, donc une hausse de 5 à 7% du trafic en point de vente. Jean-Philippe, chez MyElephant, vous avez également des cas clients que vous pourriez partager avec nous aujourd'hui? Alors, on a beaucoup de cas clients qu'on peut partager. C'est toujours un petit peu difficile parce qu'on travaille, nous, en fidélisation.
Les marques ne sont pas forcément ouvertes à partager chacun des indicateurs. En tout cas, ce qu'on peut Mais dire... on est entre nous, on ne le répétera pas. Hein. Comme on est entre nous, on va quand même donner quelques chiffres. Ce qu'on peut dire déjà, effectivement, je rejoins ce que disait Stanislas. Le premier point qui est important, c'est avant de mesurer, pour travailler l'efficacité, c'est effectivement Continuez. de bien segmenter et de bien jouer sur le contexte. Sur le mobile, on a vraiment l'opportunité du temps réel, du contexte géolocalisé, et c'est les points qui font la différence dans le succès des opérations. Ok, alors on reparlera dans quelques instants de la performance de ces campagnes, mais concrètement, est-ce que vous avez eu des cas clients qui ont permis de générer une hausse significative de la fréquentation d'un point de vente? Alors oui, bien sûr. Globalement, nous, notre innovation, hein, c'est d'ajouter au messaging ces formats publicitaires et donc d'avoir un nouvel outil de mesure. C'est-à-dire qu'on va un cran plus loin, de dire que les messages, on les a diffusés, et ils sont arrivés. Donc ça, c'est déjà pas mal. Mais après, ce qui est intéressant, c'est comme sur le digital, d'avoir une vue sur tout le parcours client. Donc, en particulier, ce qu'on suit, nous, régulièrement, c'est l'accès aux formats publicitaires qui sont distribués par ce messaging et l'usage qu'en font l'utilisateur. Donc, concrètement, on a des taux de clic qui varient fortement en fonction de l'industrie, en fonction de l'offre, en fonction du business hein, de l'utilisateur. Mais globalement, ce qu'on peut dire sur des acteurs de la distribution standard, c'est que, par exemple, la semaine dernière, moi, je déjeunais avec un de mes clients en GSS. Il m'a donné 2 statistiques qui sont très intéressantes, mais qui sont aujourd'hui malheureusement des statistiques issues pas des statistiques temps réel. C'est bien sûr sur le trafic en point de vente. On a besoin de nouvelles technologies où il y a encore des limites pour mesurer exactement. Donc on est plus sur de l'analyse statistique et globalement le responsable CRM en question me disait, moi sur 100 messages que j'envoie, sur des campagnes standards de SMS, j'ai 6% des gens qui se rendent en point de vente. Et avec notre technologie, avec le Rich SMS et donc avec le guidage, la présentation de l'offre, donc le contenu qui est vraiment très important, parce que c'est bien de dire il y a une offre, mais il faut expliquer aussi ce qu'est cette offre, donner envie par du visuel, du jeu, etc., de se rendre en magasin. Il doublait son taux de visite. Il arrivait à quelque chose comme une douzaine de pourcents des utilisateurs qu'il a ciblés donc en fidélisation qui se rendent en point de vente. Donc 12% des personnes qui ont été ciblées par la campagne se sont rendues dans le point de donc vente. Donc c'est énorme, effectivement. Parce on a en tête. C'était une campagne auprès de combien de personnes qu'on se rende compte? C'est des campagnes chez lui en général, c'est environ 100 000 personnes qui sont soumises à ces messages. Donc si je compte bien, à peu près 12 000 personnes qui se sont rendues dans la grande surface en question. Exactement. Ce qui, j'imagine, est significatif. Je ne connais pas forcément la fréquentation d'une grande surface. Alors là, c'était vraiment de la distribution spécialisée, donc c'est pas vraiment une grande surface, c'est dans l'alimentaire. Dans l'alimentaire, oui. Mais ça représentait un pourcentage significatif de leur fréquentation quotidienne ou hebdomadaire? Disons que, en tout cas, il était certain que ces personnes-là s'étaient déplacées. Donc, en général, on est dans un mix de médias, il y a toujours une difficulté à mesurer l'efficacité particulière entre du print, de l'email, du SMS par exemple, qui sont souvent couplés. Nous, c'est un travail qu'on fait effectivement, vous parliez tout à l'heure de Marionneau ou d'autres retailers, de vraiment avoir des outils d'analyse sur la transaction. En tout cas, une vraie capacité à mobiliser des milliers de personnes dans un point de vente, c'est une donnée intéressante. Stanislas, également, même question. Alors on parle de taux de 5%, hausse de la fréquentation d'une boutique, de la capacité à mobiliser des milliers de personnes. Est-ce que vous auriez aussi de votre côté des cas clients intéressants avec quelques données quantitatives? Encore une fois, aujourd'hui on est plus proche des choses totalement dématérialisées parce que l'enjeu majeur, là on le comprend, hein, c'est la dématérialisation d'un message qui doit être rematérialisé quelque part et si possible dans un système de caisse. Et donc par rapport à ça, il y a des cas très intéressants, c'est que plutôt que de s'affranchir de ce problème de dématérialisation, rematérialisation, il y a des acteurs comme une célèbre chaîne de fast-food qui est rouge et jaune à l'étranger et verte et jaune en France. Chaîne écossaise, hein, c'est ça?
qui va vers la dématérialisation totale. Et ils ont déjà commencé à opérer à déporter par exemple le système de file d'attente avant de passer commande. On a aujourd'hui des bornes qui nous permettent de passer commande. À partir du moment où ces bornes elles existent, il a été simple, entre guillemets, de les déporter plus loin. Et donc on voit bien que la zone de chalandise, elle adopte une nouveauté, c'est qu'on peut même acheter à distance, et je parle de retail, je ne parle pas de e-commerce là. Et donc aujourd'hui, quand on fait des campagnes qui permettent soit de faire télécharger une application, soit de la faire réouvrir dans un contexte défini, je reprends mon exemple de tout à l'heure, il est 14h30 ou 15h, des horaires qui sont des horaires creux pour ce genre de chaîne de fast-food, pour stimuler la consommation d'une certaine manière, on peut tout mesurer. Puisqu'en fait, la personne, elle a déjà payé avec son téléphone et elle arrive en caisse, elle n'a plus qu'à présenter quelque chose pour récupérer son produit. Alors justement, pour des commerçants qui auraient fait cet effort de dématérialisation et qui auraient lourdement investi dans par exemple, du paiement en amont de la livraison, on peut s'attendre à quel type de croissance de l'activité? Par exemple, une opération sur une glace après le déjeuner, comme vous évoquiez, ça peut se traduire par combien de... Je pense que c'est vraiment une question qui est beaucoup trop délicate aujourd'hui. À chaque fois que j'ai essayé de faire des études où on mélangeait des grands médias comme la télévision avec le mobile, les grands médias écrasent aujourd'hui les résultats du mobile. Donc c'est très difficile d'isoler le canal du mobile, sauf à faire une offre parfaitement spécifique. En revanche, on peut toujours donner d'autres résultats. Aujourd'hui, c'est une commande sur 2 qui est passée depuis le mobile par rapport aux bornes et au système Internet. Je suis au bureau, je vais commander sur Internet, sur mon ordinateur, et je me déplace dans mon restaurant de fast-food. Là, c'est 1 sur 2 qui sont sur le on the go. Et autre chose intéressante, parce que s'il y a des chantiers qui sont en cours, 9 commandes sur 10 sont sur iOS. L'iPhone. Donc l'iPhone, pardon. C'est colossal. Ça veut dire que s'il y a une leçon à donner pour les retailers qui sont là, c'est démarrer tout de suite vos chantiers, vos explorations sur iOS et vous verrez pour le reste. C'est là que les usages sont les plus avancés. C'est du business incrémental ou c'est des gens qui seraient de toutes les façons rentrés dans le magasin? Encore une fois, on ne peut pas le dire parce qu'on est à la frontière entre de l'incrémental business et du service. Et il y a aussi une question de gestion. C'est plus intéressant de déporter le système de file d'attente et de commande à l'extérieur du restaurant parce que le premier qui rentre dans le restaurant, il voit un restaurant qui est un peu plus fluide, vide, et il va être plus à même à aller au bout de son expérience. Donc voilà, j'ai malheureusement pas plus d'éléments à donner. Merci. Loïc, chez Digitaléo, est-ce que vous auriez également des cas clients intéressants à partager avec nous aujourd'hui? Je savais qu'on était concurrent avec MyElephant, mais je ne pensais pas qu'on avait amené quasiment le même exemple. Donc j'ai un exemple assez précis, factuel, d'un magasin alimentaire à côté de Cholet qui a lancé il y a 1 an à peu près une petite opération par SMS avec pour tout passage en caisse entre telle heure et telle heure repartez avec une boîte de Botros. Ce sont des pâtisseries choltaises à base de sucre. C'était juste envoyé par SMS. Ils sont arrivés donc sur un retour à 13%, donc très proche de MyElephant. Par contre, là, on était sur une ça doit être une excellente pâtisserie pour avoir un taux pareil. C'est très local, je ne connaissais pas. Enfin, j'habite à Rennes à 150 km, je ne connaissais pas, mais donc très très localisé. Et on est vraiment donc, sur des chiffres qui sont très proches. Par contre, on était sur une base beaucoup plus petite, de l'ordre de 3 à 4 000 contacts à peu près. Mais donc pour les taux de retour de 13%, je veux dire. Alors 13% sur 3000, ça fait quand même plusieurs centaines de personnes qui sont venues chercher leur pâtisserie dans l'enseigne en question. En plus sur une tranche horaire très réduite, c'est ça? Sur une demi-journée de mémoire. Ah oui, donc ça s'est vraiment vu de manière significative dans le point de vente. Après la question... C'était quoi, une boulangerie Comment? C'était quoi comme type de... Non, c'était une petite surface alimentaire. Une petite surface alimentaire. En tout cas, ça a été 300-400 personnes de plus dans l'après-midi suite à cette opération, alors qu'habituellement, ils en accueillent combien? Là, je n'ai pas les chiffres par rapport à ça, donc je ne pourrais pas dire le gain de trafic. Mais en tout cas, ça a été évidemment significatif pour cette enseigne. C'est ça. Une réaction peut-être tout de suite de MyElephant? C'est peut-être le même client, je ne sais pas, non? Je pense pas que ce soit le même client, mais je prends juste un exemple, encore une fois, dans le domaine de la restauration chez nous, sur la capacité à créer du trafic en point de vente en temps réel.
on travaille avec un acteur important du sushi et on est obligé de créer des vagues d'envoi parce que sinon, en fait, immédiatement, les restaurants sont surchargés de trafic. Et donc, on est obligé, comme ça existe de sur faire du l'emailing, yield management et de lisser un petit peu les opérations. Exactement. Donc, il y a vraiment un effet immédiat visible. On va y revenir sur la question du ROI dans un instant. Loïc, donc vous nous disiez plus 12% sur cette opération, mais là, c'était vraiment exceptionnel. La pâtisserie devait vraiment être excellente. Il y a peut-être d'autres opérations qui ont des chiffres plus modestes. Après, sur les autres opérations, j'ai pas. Donc là, c'était pas la meilleure opération qu'on ait faite, mais il y en a des. Enfin, c'est dur de tirer une moyenne entre des créations, que ce soit du SMS ou le site qui va accompagner le SMS. Il y a tellement de façons de cibler, de créer, de faire des choses qu'on a du mal à trouver comme des disait moyennes. Stanislas, c'est difficile d'attribuer spécifiquement au levier mobile. Et surtout sur les secteurs d'activité, si on veut vendre des voitures ou si on veut vendre des pâtisseries, forcément on aura des taux de retour qui sont bien différents. Après, ce que je retiens en tout cas de ce qu'on a évoqué, donc c'est vraiment le côté interactivité du mobile. Aujourd'hui, il y a quelque chose sur lequel je crois vraiment beaucoup, c'est qu'il faut vraiment laisser la main au point de vente. Parce qu'aujourd'hui, personne de mieux placé que le commerçant dans sa boutique connaît ses baisses de trafic, connaît sa dispo, connaît son surstock, connaît etc. Et pour moi, lui doit vraiment être maître de ses campagnes, qu'elles soient créées par le siège, que la direction marketing puisse par exemple pré-créer des campagnes, etc. C'est intéressant, c'est vraiment bien parce qu'il y a une intelligence, on va dire, marketing. Par contre, il y a vraiment l'intelligence, le sens du client sur le terrain qui fait que normalement toutes les campagnes devraient être pour moi initiées par le terrain. Très bien. Christophe, chez Orange également, j'imagine que vous avez plus déjà de 10-15 ans d'expérience dans le SMS marketing. Vous avez des beaux cas clients, non, de génération de trafic en point de vente? On a des beaux cas clients. Je voudrais juste commencer par 2 points préalables. Le premier, c'est ce qui a été dit, c'est que d'abord, une publicité qui fonctionne, c'est avant tout parce qu'elle est bonne. C'est important parce que quand on donne des chiffres, il faut savoir de quel message on parle. Et on a beau avoir des technologies très puissantes, c'est avant tout l'appétence pour une marque et une offre intéressante. Donc parfois les chiffres, il faut les relativiser par rapport... Mais toute la responsabilité ne repose pas que sur l'outil, il faut aussi... Il n'y a pas d'outil magique, c'est aussi parce que ce qu'on a proposé convenait bien au bon moment. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que également, les résultats que l'on a, ils appartiennent aux marques qui utilisent ce que l'on propose. Et donc, on n'a pas forcément tous les retours. Je ne suis pas la langue de bois, je vais donner quelques chiffres, mais on va dire qu'essentiellement, c'est des données qui ne sont pas forcément très diffusées. Alors, sans forcément citer de marque, peut-être que vous pouvez évoquer des mais par contre, là où je peux rebondir sur ce qu'ont dit les autres intervenants, c'est que la fameuse marque jaune et rouge, pour dire que les chiffres peuvent vraiment varier. Et verte en France, hein. Verte en France, mais là, je parle de la version américaine. C'est là que j'ai vu les chiffres les plus gros. Ils ont annoncé 5 fois plus de fréquentation au petit déjeuner du matin sur une opération de géolocalisation. Ils ont multiplié par 5 la fréquentation dans une boutique, dans un restaurant, voilà, suite à une opération. Pour le petit déjeuner. Et quand on parlait des restaurants, on a aussi les mêmes verbatim. On a une société qui nous a dit, un gérant, c'est intéressant parce que c'est qualitatif et pas quantitatif. La semaine dernière, mes restaurants étaient vides. Cette semaine, ils sont pleins. Donc c'est pas mesuré, mais en tous les cas, il y a une vraie satisfaction, sans savoir si les gens qui sont venus sont ceux qui ont reçu avec le bouche à oreille, ça finit par remplir. Voilà. Donc simplement pour revenir sur la question, d'un point de vue quantitatif, là où on est content, c'est que ça a un petit peu rejoint les idées qu'on avait avant de lancer l'offre. On avait fait un certain nombre de veilles techno et regarder un peu ce qui se passait dans le monde. Et on avait des idées sur les performances que pouvait obtenir le genre de localisation qu'on mettait en place. Ce que l'on constate correspond à peu près à ce qu'on avait prévu. Nous, on a des chiffres plus importants sur le drive to store. On a entre 15 et 20%. Plus 15 et 20%. Et on a 2 chiffres qui sont intéressants. Donc on dit à la fois qu'il y a plus 9% d'actes commerciaux. Actes commerciaux, ça veut dire que ce n'est pas forcément pour acheter quelque chose, mais c'est au moins un contact qui peut donner sur quelque chose. Et puis on a autour de, alors ça encore une fois, c'est des chiffres qui ont été constatés, des actes de vente liés à la promotion en question qui sont 3 fois plus importants. D'accord, donc c'est très très important tout ça. C'est important, c'est très significatif, ce qui fait qu'on a beaucoup de marques qui reviennent. Aussi un autre chiffre qui est intéressant, c'est que si on prend une campagne sur une semaine ou plus, on se rend compte qu'il y a entre 80 et 90% des gens qui ont été localisés. C'est-à-dire qu'une marque a forcément une occasion dans la semaine pour croiser tous ses clients. Il y a un reach très important. Il y a un reach et en fait, elle va croiser son client au moment où c'est intéressant. Donc le client cette semaine-là ne serait pas forcément rentré dans le magasin, mais en tous les cas, il va le croiser au bon moment. Et d'un point de vue qualitatif, pour moi, le bon indicateur, c'est aussi de voir que les marques reviennent. Ça veut dire que quelque part, elles ont trouvé leur intérêt à la chose. Et également la perception de l'utilisateur qui
on a fait des mesures aussi là-dessus, à 70% se déclarent contents d'avoir reçu un SMS géolocalisé pour leur proposer une offre dont ils sont plus disposés rapidement. Oui, parce que parfois on s'inquiète, on imagine qu'ils vont appeler la CNIL dans la minute. Voilà. Non, Alors, globalement, ça se passe bien. Exactement. Donc, autre chiffre très intéressant, vous savez que quand on reçoit de la pub par SMS, quand elle n'est pas géolocalisée, on a de toute façon le droit de dire stop à la marque. C'est-à-dire maintenant, je ne veux plus recevoir, je considère que c'est trop intrusif, je réponds stop à la pub. Lorsqu'il s'agit d'une pub géolocalisée, il y a beaucoup moins de stop. D'accord. Donc Ça, c'est mesuré. Hein. Quand c'est pertinent, c'est bien accepté. Donc c'est d'autant plus pertinent que c'est géolocalisé, et donc il y a d'autant moins de refus de la pub. Très bien. Merci pour ce premier tour de statistiques. Alors on voit que c'est un levier potentiellement très puissant, avec des taux qui vont de 5 jusqu'à 500% apparemment dans l'exemple du restaurant évoqué par Christophe. On peut quand même se poser la question du combien ça coûte, combien ça rapporte. On le sait, sur le web, les e-commerçants sont ROIstes, ils veulent un retour sur investissement. Christine, est-ce qu'on peut justement essayer de quantifier le coût de ces opérations, le coût d'un clic, le coût d'une visite, et mettre peut-être en parallèle avec ce que ça peut rapporter pour le commerçant? C'est peut-être difficile parce que toutes les données forcément sont pas forcément partagées par vos clients, mais est-ce qu'on peut estimer ça, cette question du ROI? Peut-être que sur l'opération qu'on a fait avec KFC, on a pu calculer effectivement un ROI, mais qui est un ROI fictif, puisque comme vous le disiez, on n'a pas réussi à capter toutes les personnes qu'on a réussi à envoyer. Aujourd'hui, je pense que c'est une question qui revient régulièrement qui nous est posée régulièrement, mais combien ça va me rapporter? Combien ça va me coûter au clic, à la visite, au formulaire rempli? Aujourd'hui, on travaille là-dessus, c'est-à-dire qu'on essaye de donner des réponses à nos clients. Par ailleurs, il y a une part, comme de la responsabilité finalement de la création qu'ils vont nous donner, il y a une part qui leur revient, c'est-à-dire qu'ils aient les outils en magasin suffisants, nécessaires pour pouvoir traquer ce qu'on leur amène. Et puis offrir une pâtisserie qui va mobiliser les foules aussi. Par exemple. Non, réellement, on pourrait le faire, on y travaille, c'est-à-dire qu'on travaille dans ce sens-là. Sur la campagne justement KFC, on avait pu estimer, mais c'est une estimation, ça n'est pas la réalité absolue, c'était entre 377 € la visite. 377 € la visite? 3,77 €. 3,77 €. Et 6,34 € pour le prix visite en magasin. D'accord, donc c'est un coût d'acquisition de visiteurs de l'ordre de quelques euros. Mais encore une fois, c'est un seul cas client, c'est très compliqué d'extrapoler ce cas client. On n'a pas réussi à traquer l'ensemble des utilisateurs lors de cette opération. Ce sont des pistes, et comme je le disais tout à l'heure, il y a des marques, mais qui aujourd'hui ne partagent pas forcément leur expérience, qui arrivent à tout traquer, parce qu'en magasin, elles ont ce qu'on appelle les douchettes. Je pense que Salon d'e-commerce, ça doit parler. Et aujourd'hui, tous les acteurs ne sont pas équipés de ces fameuses douchettes. Ou alors, il y a effectivement d'autres enseignes qui enlèvent effectivement cette partie-là et qui digitalisent l'ensemble de leurs commandes. Mais il y a un travail réel à effectuer du côté du magasin en tant que tel pour finalement relier les deux notions. Je veux que Stanislas voulait tout de suite rebondir sur ce chiffre. Juste, je rebondis parce que bravo Christine de te bagarrer sur le ROI. Moi, je trouve que c'est totalement aberrant en fait. Parce que, alors ça peut paraître un peu provocateur quand on parle de commerce, mais on mesure tellement pas les bonnes choses que je ne comprends même pas qu'on se retrouve, nous, professionnels du marketing mobile, à dire à KFC qu'on a une visite dans son magasin à 3,77 €. C'est pour ça que je parle c'est de l'extrapolation. Ouais. Parce que le problème, c'est qu'en disant ça, il n'y a pas une marque du FMCG qui va se mettre au mobile. La réalité, c'est que les marques n'ont plus le choix. Les mobinautes sont là, ils attendent des offres adaptées, et que quand on a une visite qu'on mesure une fois à 3,77 €, je me demande combien de fois cette personne va revenir. Est-ce que cette personne avait prévu de venir ou non, etc., etc. Alors, Christine a pris ses précautions. Hein. C'est une estimation et c'est le début. Et ça permet de se rendre compte, en tout cas, qu'on peut avoir une acquisition de mobinautes à un coût maîtrisable, notamment pour des commerces qui sont capables de générer plus de 3 € de marge sur un client. C'est plutôt rassurant peut-être pas pour un fast-food qui vend un petit déjeuner à 5 €, et pour tout un tas d'autres commerces, notamment du parfum. J'imagine que la marge absorbe l'acquisition. Dans toute cette partie-là, ce qu'on ne maîtrise pas encore, c'est finalement ce qu'on fait sur le digital, qui est le post-click, post-view. Toute cette partie-là, on ne sait pas le mesurer. Il y a des opérations aussi qu'on regarde et justement qu'on fait en partenariat avec S4M sur des ventes de places de cinéma sur le mobile. Évidemment, quand on va géolocaliser un cinéma qui est un peu perdu vers Roissy en France et qu'on va effectivement diffuser des campagnes géolocalisées, qu'on va vouloir savoir combien de places on a réussi à vendre sur le mobile, évidemment, on va avoir promu finalement un film, mais toutes les places ne seront pas achetées sur le mobile. Il y en a une certaine partie et pas toutes. Et on arrive à traquer certaines choses.
Aujourd'hui, on n'arrive pas à tout traquer. Et il y a un gros travail finalement à faire du côté magasin, mais vraiment du côté retail pur, et de lier ça finalement avec le digital. Et ça dépend aussi beaucoup des enseignes, en fonction de leur marge, du type de produit qu'elles proposent. Un cinéma, par exemple, qui a une salle à remplir, il n'aura peut-être pas la même stratégie qu'un restaurateur ou d'autres. Voilà, ou qu'une marque de voiture. Bien sûr. Chez MyElephant également, si on vous pose la question du ROI, vous répondez quoi? Effectivement, la première réponse est la même que celle de mes confrères, hein, c'est que ça dépend. De beaucoup d'éléments. Déjà, il y a un effort à faire du côté des marques pour être dans cet esprit de mesure. Et compte tenu, en tout cas, sur l'aspect fit, sur les budgets SMS en particulier dans le retail, c'est tellement un enjeu que naturellement, elles vont de plus en plus essayer de mesurer l'impact, notamment au niveau de la transaction. Donc ça, c'est le premier point, c'est qu'effectivement, il y a un travail permanent à faire pour pouvoir créer des indicateurs au moins de transaction. C'est le premier truc. Deuxième aspect, c'est vrai que le ROI dépend beaucoup du secteur d'activité et du panier moyen, que représente une transaction pour tel ou tel secteur. Je vais vous donner par exemple des chiffres dans le domaine du travel. On travaille pas mal avec ce secteur, c'est au-delà du retail. On arrive à avoir des ROI on multiplie le budget investi fois 10, fois 30, fois 100 même, c'est déjà arrivé. Donc pour 1 euro d'investi dans votre outil, le client gagne 100 euros de chiffre d'affaires. Exactement. C'est très particulier parce qu'on est sur des paniers moyens. C'est plutôt un bon ratio. C'est des très très bons ratios, mais on est sur des paniers moyens qui sont relativement élevés, voire très élevés par rapport à un distributeur standard qui a des points de vente physiques. Si on reprend l'exemple de tout à l'heure avec, on va dire 10-12% de visites en magasin suite à un envoi de messages. Un envoi de message, c'est de 1 centime pour des SMS à quelques centimes d'euros. Donc pour 100 personnes, grosso modo, ça coûte 5 euros sur du SMS. Bon, sur 5 euros, si on a effectivement 10% de visites, ça fait 10 personnes. Pour 5 euros, si on a un taux de transfert à 20% par exemple, on arrive à 2 transactions pour 5 euros investis. Donc à voir si c'est intéressant en fonction du panier moyen, de la marge brute sur ce panier moyen, mais globalement, la tendance qu'on constate en fidélisation, c'est que ces budgets sont en croissance et que globalement, le plus les marques font l'effort d'étudier le ROI, plus elles s'aperçoivent qu'il est bon et donc plus elles investissent. C'est ça. Stanislas, même question. Après tout, quand le ROI est bon, il n'y a pas de raison de le cacher, on peut même le clamer, ça peut attirer plus d'annonceurs. C'est ce que j'allais dire, moi. Le meilleur indicateur, c'est... la satisfaction client. Alors la satisfaction, malheureusement, ça nourrit pas des bouches et ça paye pas des salaires. Mais c'est des clients qui dépensent, qui font x5 sur leur budget investi. Et je pense à une marque aux losanges automobile. Voilà, c'est x5 en 4 ans. On commence à se dire qu'on a fait du bon travail. C'est pour envoyer des prospects en concession, c'est ça? Pour tester des véhicules? Il y a évidemment plein de sujets quand on parle de ce type d'annonceur. Mais oui, il y a des journées portes ouvertes tous les 3 mois dans l'automobile. Donc ça fait partie des sujets qu'on traite. Mais je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, sur la bonne cible, le bon contenu et les bonnes mesures. Déjà, on devrait commencer, quand on parle de retour sur investissement, à expliquer à une marque qu'on est effectivement en train de toucher la bonne cible. Et je pense sur le mobile, là où il y a encore malheureusement peu de budget, on est beaucoup plus exigeant qu'avec n'importe quel autre média. Justement parce que c'est le seul média qui est à l'échelle de l'individu. Et donc, on va demander au mobile de nous parler de l'exposition, de la visibilité des formats, de ciblage socio-démo, maintenant de la géoloc, et on va lui demander de nous montrer si la visite elle est réelle en magasin. Alors qu'il y a des millions d'euros qui sont dépensés sur de la télé, sur de l'affichage, sur de la presse, où on mesure avec des panels sur du déclaratif un taux de reprise en main d'un magazine. Donc le mobile est victime de sa transparence, on lui demande plus qu'à d'autres leviers. Il est victime de ses capacités. Donc lorsqu'on parle de retour sur investissement, je pense qu'on devrait quand même prendre la mesure du sujet au sens de il faut de toute façon mettre les jalons, et tu avais raison de le souligner, plus les marques regardent et passent du temps à étudier les choses,
les points de contact, comment le mobile y a participé, etc., plus elles se rendent compte que finalement c'est rentable. Merci. Loïc, également si on vous pose la question du ROI, vous répondez quoi à un annonceur? Le ROI, c'est un enjeu important pour tout le monde. Aujourd'hui, ce que je pourrais dire, c'est que le ROI est forcément positif parce qu'on a de plus en plus de clients, les clients nous font confiance, restent depuis des dizaines d'années. Et quand on a des clients qu'on a chez Digitaléo, c'est-à-dire vraiment des petits commerçants, ils sont très calculateurs entre guillemets et vérifient tout ce qu'ils dépensent par rapport à tout ce qu'ils gagnent, vraiment comme le petit commerçant d'antan. Et ils rechignent vraiment à investir des choses qui ne vont pas leur apporter derrière. Donc on n'a pas de ROI concret, par contre on accompagne dans tous les secteurs, que ce soit l'automobile, le vestimentaire, la restauration rapide des clients depuis une dizaine d'années maintenant. D'accord. Est-ce que vous avez des chiffres éventuellement à partager? Ça va être compliqué, ça dépend vraiment de tous les secteurs. On en parlait tout à l'heure, si pour 50 € on arrive à vendre une voiture, le ROI est vraiment exceptionnel. Par contre, je ne peux pas dupliquer ma campagne tous les jours parce que je ne vendrai forcément pas une voiture tous les jours. Donc après, le ROI, c'est quelque chose qui va vraiment être ponctuel sur une campagne. On peut aussi très rapidement le détruire avec de la sursollicitation, avec des messages qui ne sont pas adaptés. Et pour le faire remonter après, ça va être très compliqué. Donc il y a toujours la question de la maturité un peu de l'annonceur, il ne faut pas qu'il surexploite le levier. Et après, pour récupérer le ROI sur une base de sursollicité ou des choses comme ça va être vraiment très compliqué à faire sur les prochaines campagnes. Chez Orange, j'imagine, Christophe, que vous avez un peu la même analyse. Il faut être prudent. Ça marche, ces leviers, mais... Oui, alors juste pour nous, savoir qu'on ne peut pas parler de prix parce qu'en réalité, ce n'est pas nous qui sommes en face, en général, de la marque. C'est nos clients qui est une agence marketing ou un prestataire d'envoi de SMS. Donc nous, on applique un prix de gros à ces gens-là qui ont leur propre politique commerciale. Simplement, les arguments sont les mêmes. Après, on peut difficilement parler a priori d'un ROI dans l'absolu. Encore une fois, on a vu sur les cas d'usage que quand on voit un SMS à un client pour un restaurant, il y en a 4 qui viennent. Donc c'est vraiment à la marque de calculer son retour sur investissement. La seule chose qu'on peut dire, c'est qualitativement, quand des marques reviennent, c'est quelque part, ça s'est bien passé. Et puis après, il y a d'autres arguments aussi sur la qualité de service, comme éviter de faire de la surpression à des gens qui ne sont pas concernés par des offres. Il y a aussi toute une dimension, on va dire, intangible, qui peut avoir son importance au moment de la décision. Puis c'est aussi un outil de lissage de l'activité, je comprenais. Dans les restaurants, on peut ramener les gens dans les moments un peu creux. Exactement. Compléter une activité qui est que limitée au soir, par exemple, et faire part d'une promotion à un autre moment de la journée. Très bien. Je vois que l'heure tourne. Je vais vous demander à tous les 5 un petit mot de conclusion. Donc concrètement, aujourd'hui, vos solutions sont matures et rentables pour vos clients, Christine? Certainement. Évidemment, vous êtes venu pour nous l'expliquer. Le contraire serait étonnant. Non, bien sûr, oui. Aujourd'hui, les solutions qu'on propose sont de plus en plus testées, renouvelées. Effectivement, comme le disaient mes camarades, c'est qu'aujourd'hui, on voit des acteurs refaire les mêmes opérations, les réitérer, et effectivement, on se rend compte qu'il y a du bénéfice. Et de toute façon, je pense qu'on ne peut pas passer à côté du mobile aujourd'hui en 2015. Qu'on est tous dans la salle à regarder notre téléphone en même temps qu'on discute ensemble aujourd'hui. Et d'ailleurs, on les invite à aller sur le site de admove.com. Oui, alors normalement, si vous allez sur une de nos applications, vous verrez une petite pub pour la conférence dans laquelle nous sommes actuellement. D'accord. Sur Le Monde, 20 minutes, l'équipe. Il y a une petite pub géolocalisée qu'on a fait justement pour faire un peu de tester pub. vos solutions. Et donc, on invite les gens à vous rencontrer après la table ronde pour en savoir plus sur AdMove. Tout à fait. Merci. Jean-Philippe, également un petit mot de conclusion. Oui, un petit mot de conclusion. Globalement, tout cet écosystème est en train de se mettre en place. On parlait tout à l'heure des DMP, on parlait des solutions comme les nôtres donc en les acquisition. Data Management Platform pour... Voilà, tout ce qui tourne autour de la donnée client, effectivement, en temps réel, des solutions d'acquisition, des solutions de fidélisation, des solutions de paiement. Aujourd'hui, on a une vision un petit peu, pas encore complète de ce parcours client offline, mais on n'a pas encore toutes les données numériques pour l'analyser. Je pense qu'il manque aujourd'hui, c'est principalement des choses autour de la mesure du trafic en magasin et enlever la friction au niveau du paiement avec le mobile. Et si ces étapes-là sont résolues, on a tous les ingrédients pour avoir un niveau d'analytics, un niveau d'indicateur similaire au monde du online, mais dans le offline. Donc c'est pas encore tout de suite, mais c'est une vision que tous les acteurs ici autour de la table portent et qui permettront aux directions marketing d'agir efficacement. Et on invite l'audience à se rendre sur myelephant.com. Exactement, myelephant.com. Pour en savoir plus sur vos solutions. Stanislas, également un mot de conclusion. Moi, je pense
qu'on est en train d'entrer dans une vraie nouvelle ère, celle de la publicité mobile. Et à mon avis, la publicité va changer de visage. Et si des acteurs comme nous, on fait bien notre boulot, en maîtrisant la diffusion donc, auprès de la cible, du contexte, du contenu, et avec les bonnes mesures, cette publicité est en train de devenir un contenu et un service adressé au plus grand nombre à l'échelle de l'individu. Voilà, nous, c'est le pari qu'on fait. On le fait déjà depuis une dizaine d'années. Et je pense que le meilleur est devant nous. Voilà. Et on rappelle l'adresse de votre société? C'est s4m.io. s4m.io. Merci. Un mot de conclusion aussi, Loïc, à propos de Digitaléo? En conclusion, je dirais qu'il n'y a pas de solution miracle aujourd'hui, il n'y a pas de canal à privilégier en particulier. C'est comme il y a quelques années, les annonceurs se disaient est-ce que je fais une affiche 4x3, est-ce que j'expose dans la presse, est-ce que je fais telle ou telle chose de la radio. Il n'y avait pas de réponse non plus à l'époque-là, et aujourd'hui il y a vraiment une diversité de l'offre, une diversité des canaux, une diversité d'opportunités de contact avec les clients, qui fait qu'aujourd'hui c'est facile de tester certains leviers, de voir les performances pour un secteur, pour un commerçant donné, et c'est vraiment une approche entre guillemets test and learn et qu'il faut essayer de mettre en place. Parce que c'est plus ou moins simple suivant les canaux, et aujourd'hui il y a peu de... Très bien, alors il y a quelqu'un qui veut tester ces solutions, il se rend sur votre site internet sur digitaleo.fr. Évidemment, le site est Responsive Design, Bien entendu. évidemment. Merci Christophe Beauvais, également un petit mot de conclusion. Oui, je crois que comme mes camarades, on se rend compte qu'on est au début d'une aventure, que la géolocalisation commence à prendre de plus en plus d'importance et que les marques se rendent compte que ça va être un des arguments essentiels qu'il faut qu'ils incluent dans leur politique marketing. On se rend compte que quand ils vont prendre plus de maîtrise sur cet outil, ils vont l'utiliser pour d'autres choses que d'amener les gens en point de vente. Nous, on a vu déjà des marques qui l'utilisaient, par exemple, pour indiquer que des magasins étaient fermés dans un endroit et les rediriger. On appelle ça de la redirection de flux. Ou pour faire des opérations particulières sur des centres où il y a une grosse concentration, comme des événements sportifs ou des expositions, ce genre de choses. Donc, petit à petit, ils vont utiliser l'outil de localisation pour d'autres choses. Donc, on est au début d'une aventure. Il faut que les marques prennent le temps de rendre toute leur base éligible à la solution. Et on va voir que progressivement, ça deviendra un outil indispensable. Et si on veut savoir plus sur les solutions d'Orange, on va sur Alors votre chez site Orange web. France, donc c'est commercialisé par la direction des kiosques et tout ça est accessible sur Internet, notamment sur le site Orange Kiosque. On pourra trouver des informations intéressantes et les contacts utiles. Un lointain héritier du Minitel, si Exactement. je ne me trompe pas. Merci en tout cas à tous les 5 pour nous avoir présenté vos solutions mobiles to store. Je vous propose qu'on enchaîne maintenant sur la seconde table ronde consacrée au mobile in-store, comment le mobile va également permettre de développer l'activité dans le commerce, une fois qu'on a fait venir le client sur le point de vente. Alors j'appelle Anne-Vue Nguyen de FeedsUp, Guillaume Borniche de Fosseis et Lionel Maisonneuve de Open. Bonjour à tous les trois, merci de nous rejoindre comme ça au pied levé. C'était intéressant la première partie, vous avez appris des choses, vous avez appris des chiffres. N'hésitez pas à prendre le micro. Oui, c'était très intéressant. Merci. Alors Anne-Vue, vous êtes aux commandes de FeedsUp, on en a parlé d'ailleurs tout à l'heure rapidement. Est-ce que vous pouvez nous présenter en 2-3 mots votre société ? Alors oui, donc nous, FeedsUp, on est une société qui existe depuis maintenant près de 5 ans. On développe en fait des solutions de captation de données comportementales en point de vente. Ça veut dire qu'on a créé un petit boîtier qu'on appelle la Feedbox. Et en fait, c'est un beacon multi-techno, donc qui va permettre de capter un maximum d'audience en magasin. Et du coup, on va savoir comment les gens se comportent, à quelle fréquence ils vont au magasin, combien de temps ils restent, quel rayon du magasin ils vont visiter et compagnie. Et on va finalement arriver à en dénoter des intérêts produits, de la fidélisation par rapport à l'ancienne qui visite. Et puis derrière, on a une batterie de solutions qui vont de l'analytics en magasin jusqu'à justement l'activation, notamment avec AdMove, de cette donnée-là pour faire de la publicité dans des logiques de drive to store et aussi de retargeting pour le point de vente physique. Très bien, donc vraiment la technologie pour mesurer l'activité en point de vente. Tout à fait, ouais. Et en puis, général, le display derrière aussi, bien évidemment. Très bien, on y reviendra dans un instant. À votre droite, Guillaume Borniche, bonjour. Oui, bonjour. Alors de Fosseis, c'est quoi votre activité concrètement? Vous êtes business manager de Fosseis. Exactement, donc Fosseis, c'est une agence qui a été créée il y a 10 ans. On est spécialisé en commerce connecté. On accompagne les enseignes sur la digitalisation du parcours d'achat en créant aussi bien des applications mobiles que des dispositifs in-store comme des tablettes vendeurs ou des bornes. Mais surtout, on est en train de lancer un produit qui s'appelle Vision, qui est une solution de notification push pour le point de vente, à destination du point de vente.
Parce que comme la personne de tout à l'heure, on croit beaucoup que demain, c'est le magasin qui va pousser de la notification à ses clients. C'est lui qui connaît sa zone de chalandise. Et c'est lui qui va interagir avec lui en lui proposant notamment toute une techno de couponing mobile derrière et d'offres qui pourront être burnées en caisse. Et on reviendra dans un instant sur votre solution. Et à votre droite, Lionel Maisonneuve, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes d'Open, je n'ai pas le droit de dire groupe Open, hein, c'est ça? Oui, a priori, j'ai cru comprendre. Une SS2I, comment vous vous présentez? Vous êtes spécialiste des solutions transactionnelles, et notamment vous travaillez avec Google, je crois, sur leur Beacon. Alors effectivement, nous on est une ESN de 3500 collaborateurs. On est présent dans 6 pays et notamment sur l'activité sur laquelle je travaille, on a un centre de service en fait, qui est spécialisé dans le digital. Et on a développé différents types de solutions. Là, vous parliez du partenariat Google, mais ce n'est pas le seul, puisqu'on travaille aussi en partenariat avec Orange sur le déploiement effectivement de solutions qui permettent de l'interactivité en magasin. Et là où on va apporter une vraie valeur ajoutée, c'est effectivement sur la scénarisation des usages pour essayer de développer effectivement ces nouveaux comportements de consommateurs, que ce soit au bénéfice évidemment de l'annonceur et également au bénéfice du client. Et on utilise également toutes les technologies qui complètent ces dispositifs-là, notamment en Internet of Things, avec notamment les montres connectées, les lunettes, sur des nouveaux usages assez novateurs. Très bien, on va y venir dans un instant. Alors, on entendait dans la première table ronde qu'il y avait un vrai problème, quelque part, sur la connectivité du magasin et cette capacité à mesurer le comportement du consommateur. Finalement, on ne peut pas calculer de ROI si on n'a pas cette véritable capacité à mesurer. C'est ça, Anne Vu, votre réflexion pour la création de votre box? Oui, tout à fait. C'est que, bon, il faut dire aussi qu'il y a un peu plus d'un an, en gros, on n'avait aucun moyen, finalement, de savoir comment est-ce que les gens se comportent en magasin, si tant est qu'ils fassent des achats, bien évidemment, ou qu'ils soient encartés. Forcément, à partir du moment où j'ai une carte de fidélité ou que je vais faire un achat, là, on saura comment se comporte le consommateur. Mais avant ça, sur ce que moi j'appelle l'angle mort, finalement, de tous les gens qui viennent en magasin mais qui ne consomment pas. Alors, dans le textile, par exemple, on est sur des taux de conversion moyens de 20%. Ça veut dire que 80% des gens qui y vont, on ne sait pas comment ils se comportent. Et pourtant, c'est des gens qui font l'effort de se déplacer en magasin, donc qui vont dénoter l'intérêt à la marque et que c'est, à mon sens, quelque chose qui a beaucoup plus de valeur qu'une visite sur le web, par exemple. Et nous, c'est pour ça qu'on a créé FitZep, c'est pour arriver à aider ces retailers finalement à identifier ces gens-là et à savoir comment traiter leur visite en magasin derrière. Très bien, on peut faire un parallèle avec les solutions de web analytics qu'on pourrait avoir sur un site e-commerce. Vous essayez de faire la même chose? Voilà, c'est ça, oui. D'ailleurs, notre tagline, c'est ça, c'est les outils du web adaptés au monde physique, c'est-à-dire qu'on va prendre tous les outils qui font aujourd'hui le bonheur des pure players, de l'analytics, du retargeting et compagnie, et on va les réadapter à ce qui se passe dans le magasin physique. Et ça passait nécessairement par du matériel, du hardware. Vous avez été obligé de faire une box parce que ça n'existait pas, ou en tout cas les solutions existantes ne vous convenaient pas. Exactement, parce que on va dire que déjà le fameux lien dont on rêve tous entre le digital et le web et le physique, c'est le mobile. Et donc pour le mobile, il faut pouvoir le capteur magasin. Aujourd'hui, si on se contente de passer par la solution GPS du smartphone, on se rend compte que ce n'est pas du tout précis. Surtout à l'intérieur, c'est qu'on ne peut pas différencier, par exemple, je suis dans le rayon femme ou le rayon homme. Là où ces technologies-là... Qu'on se rende compte, le GPS, c'est une précision de l'ordre de quoi? D'une dizaine de mètres? D'une dizaine de mètres en extérieur. En extérieur, voilà, donc dans un centre commercial au 4e sous-sol de la Défense, j'imagine que ça ne marche pas très bien. Voilà, exactement, tout à fait. D'où la nécessité de créer ces box-là. Alors on parlait tout à l'heure des géofencing. Nous, c'est un concept, on va dire, similaire, mais c'est du géofencing à l'intérieur. C'est-à-dire qu'on va visiter des zones de caisse, cabines d'essayage, un rayon en particulier, et on va mesurer les visites des gens dans ces zones-là. Et c'est comme ça qu'on fait justement notre détection. Et vous avez une précision au mètre près? Vous êtes capable de recréer le parcours client dans l'enseigne? On va plutôt être sur une précision d'à peu près 3 mètres. Et on va être effectivement en mesure de comprendre comment il se comporte. Donc reconstituer le parcours du client. Je suis rentré en magasin, j'ai été dans le rayon homme. Est-ce que j'ai été oui ou non en cabine d'essayage? Et puis derrière, est-ce que j'ai oui ou non été en caisse? Donc là, à partir de ce moment-là, on peut déjà avoir beaucoup plus d'informations sur qui est cette personne-là, comment elle s'est comportée et comment on va l'adresser derrière. Et puis tu as tout un tas de scénarios marketing qu'on peut imaginer par la suite. Évidemment, oui. On ne va pas envoyer le même message à une personne qui a hésité à acheter un produit qu'à une personne qui est simplement rentrée pour ressortir du magasin. On va revenir dans un instant sur les scénarios. Guillaume, même question. Pourquoi vous avez ressenti le besoin de développer cette nouvelle solution chez Fosséis? Alors, on a senti le vent tourner parce qu'en fait, il y a beaucoup de solutions concurrentes qui font de la notification push. Hein. C'est pas un sujet d'aujourd'hui. Mais ce qu'on a remarqué, c'était que c'était souvent la notification de masse qui ne prenait pas du tout en compte le besoin du consommateur. Et c'est-à-dire comment ramener le consommateur dans le magasin, donc comment le faire venir. Donc nous, on a réfléchi avec des enseignes à se dire, la meilleure façon de faire venir le client au magasin, c'est finalement de faire de la promo, hein, c'est le nerf de la guerre. On en a parlé pendant une heure. Voilà, on en a parlé pendant une heure, c'est le nerf de la guerre. Mais pour autant, on s'est dit, ce qui pourrait être intéressant, c'est d'utiliser cette solution qui se nomme Vision et de la faire interagir
avec le CRM, avec les systèmes de caisse, justement pour montrer que le client est venu dans le magasin et a vraiment utilisé cette solution. Et puis, une fois qu'il est dans le magasin, peut-être faire aussi un marketing spécifique et le pousser à découvrir une zone qui pourrait l'intéresser. Exactement. Par exemple, sur certains magasins, là, comme ce qu'on a fait par exemple à Boulanger Opéra, où on a installé des beacons, on va le pousser par exemple devant les frigidaires à lui pousser des services de livraison, ou ça va être de présenter la carte de fidélité en caisse. Enfin voilà, on essaye justement de pousser ses intérêts, les mesurer pour définir un peu les zones chaudes, parce que le beacon, on en parle beaucoup, ça fait 2 ans qu'on en parle. Au final, ce qu'on remarque, c'est que ça reste quand même, c'est très expérimental, parce qu'il y a plein de choses qui rentrent en compte dans le beacon, qui sont les interférences, les matériaux que vous allez utiliser dans vos magasins, et ça reste vraiment très expérimental. Donc c'est très intéressant sur certains scénarios, sur des magasins connectés, des flagships, etc. Mais après, pour un déploiement national, c'est quelque chose qui est encore très empirique et très compliqué à faire. Donc voilà, donc autant s'appuyer sur le parc classique. Voilà, il faut mieux s'appuyer sur un parc classique. Alors, il y a plein d'autres solutions. Nous, on travaille aussi avec Pricer sur les étiquettes de géopositionnement de produits avec Leroy Merlin. On va utiliser l'étiquette de magasin pour géolocaliser le client en magasin et demain lui pousser une offre par rapport à ça. Donc voilà, on réfléchit beaucoup à ça. Mais le nerf de la guerre aujourd'hui pour faire venir le client et pour connaître ce qu'il fait en magasin, c'est effectivement que les caisses soient équipées de ces fameuses douchettes. Et c'est aussi de pouvoir pousser le client via l'application mobile des informations intéressantes sur son magasin à lui, et pas sur un magasin de Marseille qu'on se trouve à Lille, par exemple. Lionel, est-ce que ça vous donne envie de réagir quand vous entendez que Beacon est encore une technologie expérimentale ? Je partage, mais je pense que pour replacer le sujet au cœur de son débat, la technologie, c'est pas le point le plus important, parce qu'aujourd'hui, il y a plein de technologies, expérimentales ou pas. On commence à avoir une bonne connaissance. Un peu, là. Non, mais on commence à avoir une bonne connaissance effectivement de ces technos-là. On sait quelles sont leurs limites, donc on peut effectivement adapter les projets en fonction en fait, des contraintes et des objectifs qui sont posés par l'enseigne. Je pense que le plus important, en tout cas, c'est le parcours que nous on essaye de suivre avec nos clients. Le plus important, c'est l'usage. Aujourd'hui, en fait, c'est l'usage. C'est comment l'utilisateur va utiliser l'application, qu'est-ce que ça va lui apporter surtout. Alors on va parler d'usage dans un instant, mais il faut quand même que le magasin soit réellement connecté. Donc le choix de la technologie reste essentiel. C'est clair, le choix de la technologie, il y a forcément on va dire une dimension économique dans le choix de cette technologie-là. Et en fonction du niveau d'investissement, c'est sûr quand vous êtes sur un réseau où en fait c'est un regroupement d'indépendants, c'est un critère qui est très très important et qu'il faut prendre en compte dès le début. Alors, l'avantage qu'on a, c'est qu'aujourd'hui, quand on met en place ces applications mobiles, l'objectif, à premier lieu, c'est effectivement de remplacer les fameuses scanettes qu'on a tous côtoyées maintenant depuis quelques années dans l'ensemble des magasins. Et on est sur des technologies aujourd'hui qui sont facilement embarquables sur le device de l'utilisateur. Donc, du coup, ça limite aussi une part de l'investissement initial que les différents distributeurs ont eu pour la mise en place des scanettes. Donc, finalement, c'est pour ça que j'en reviens à la notion d'usage. Mais je pense que c'est votre prochaine question. Alors, on parle de technologie, mais effectivement, vous avez raison, la vraie question, c'est l'usage. Quand on s'affranchit de la problématique technique, quels sont les usages réels du commerçant ? Qu'est-ce qu'il fait une fois qu'il a connecté son magasin Anne-Veu ? Alors, avec nous, en plusieurs étapes, en fait, ce qu'on va l'aider à faire, c'est prendre le client en charge à chaque étape de son parcours shopping. C'est-à-dire avant la visite, pendant la visite et après la visite. C'est-à-dire qu'avant la visite, on va faire justement avec Edmove du Drive to Store. Donc on va faire une campagne géolocalisée par exemple ou sur d'autres critères et on va mesurer les visites effectives dans le magasin. C'est la première étape. Ensuite, quand il est dans le magasin, on va faire de l'analytics. Donc là, c'est tout simple. Comment se sont comportées les 100 personnes qui sont rentrées dans le magasin ? Est-ce que j'ai des zones de mon magasin qui sont plus ou moins bien agencées ? Pour lequel un centre commercial aussi, par exemple, ça va permettre de mieux valoriser les baux locatifs suivant les couloirs et les lieux à fort passage. Et facturer plus cher son mètre carré, évidemment, dans les zones les plus fréquentées. C'est leur métier. Et derrière aussi, une fois que la personne est sortie du magasin, on va faire du retargeting pour justement le faire revenir en magasin ou lui faire être chez Alors sur ça, c'est des technologies à sa disposition, mais est-ce qu'ils s'en servent réellement ? Est-ce que c'est pas de la science-fiction pour un commerçant ? Concrètement, ils font quoi de ces technos ? Ils s'en servent réellement justement parce que on est en mesure aujourd'hui de capter entre 60 et 80% des visiteurs des mobinotes qui se déplacent en magasin. Donc là, on est vraiment sur on va dire un panel parc significatif. Voilà, significatif qui permet vraiment de tirer des conclusions sur... ça va être quoi ? Ça va être un bon de réduction une fois qu'on a identifié la personne ? Pour le coup, ça va vraiment dépendre. Ça peut être effectivement l'agencement de mon magasin. Ça va être est-ce que ma promotion a été suffisamment impactante pour que des gens viennent se déplacer, viennent directement dedans ? Est-ce que des gens ont été jusqu'à l'acte d'achat ? Est-ce que
la publicité que j'ai envoyée a bien permis de générer une visite et a bien permis de générer au moins un essai du produit, par exemple en cabine d'essayage, c'est vraiment de la mesure effective de ce qui se passe, quoi. Vous auriez un cas client, par exemple, d'un commerçant qui aurait fait découvrir, je ne sais pas, un étage, un sous-sol, grâce à une notification envoyée au bon moment et à la bonne personne? Alors, pour le coup, on a parlé tout à l'heure notamment des cas KFC avec AdMove. Nous, on fait aussi beaucoup de choses, notamment pour des chaînes de vêtements, donc par exemple comme Etam, où là, on va mesurer vraiment, on va faire une campagne, par exemple, pour mettre en avant un magasin d'une certaine zone, et on va mesurer si les gens sont bienvenus. Et on en parlait un peu tout à l'heure, mais ce qui est très important, c'est qu'aujourd'hui, chaque retailer, que ce soit chaque retailer, que ce soit par exemple du textile, de high-tech et compagnie, sait combien une visite qui est générée chez lui va lui rapporter. Et dans le point de vente? Tout à fait. Un cas client dans le point de vente? Ah oui, on fait de l'analytics en magasin notamment. Donc on a une ancienne, je ne peux pas vous citer malheureusement le nom, ce sont des retail parks, où ils voulaient arriver à mesurer si les gens qui vont dans l'ancienne de chaussures vont aussi dans l'ancienne textile. Est-ce que justement, vous ne pouvez pas mutualiser leur communication pour faire se déplacer les gens dans le retail park? Voilà le type de cas client qu'on peut avoir dans le magasin. Guillaume, chez Fosséis également, quels sont les usages réels des commerçants une fois qu'ils sont équipés de vos solutions? L'usage réel, ça va être par exemple pour une chaîne de bricolage. Là, on a développé une application là, qui vient de sortir il y a quelques jours. Vous allez bientôt entendre parler dans la presse. L'idée, c'est de pouvoir pousser par exemple un produit déstocké. Nous, ce qu'on dit toujours, notre produit, c'est un peu le nouveau appel micro. La tête de gondole c'est ça, digital. la tête de gondole, le nouveau appel micro des vendeurs. C'est de dire, voilà, j'ai par exemple, si on prend l'exemple du bricolage, j'ai 4000 tondeuses en stock. J'en ai liquidé que 2000 à la fin de ma semaine et j'avais pour objectif d'en liquider 4000. Je prends mon iPad en mode tablette vendeur, je scanne le code barre, je crée ma promo. La promo passe par notre produit et arrive directement dans le mobile du client. Alors ça, c'est la théorie que propose votre solution, mais est-ce qu'il y a des commerçants qui s'en servent et qui écoulent réellement leur stock de 4000 marteaux en une semaine? Aujourd'hui, cette enseigne de bricolage, va utiliser ce produit où c'est une intégration complète entre notre outil et leur outil de CRM et leur outil de gestion de stock en magasin. Donc ça va vraiment être complètement intégré avec une grosse présentation qui se déroule d'ailleurs demain devant les 450 directeurs des magasins pour justement les former à utiliser cet outil. Donc c'est vraiment une priorité de certaines enseignes de se dire, voilà, on sait qu'on a des magasins indépendants, on sait qu'on a des zones de chalandise qui ne sont pas les mêmes, on ne peut pas pousser la même question à tout le monde, la même promotion à tout le monde. Donc on va jouer de ces outils-là pour justement profiter du mobile, d'un outil qu'on a tout le temps sur soi, au contraire du track promotionnel qu'on reçoit dans sa boîte aux lettres et qu'on jette, pour pouvoir pousser justement ces promotions et gérer ça en magasin. D'accord, en tout cas un outil de déstockage dans cet exemple. Il y a peut-être d'autres exemples où on voit un usage réel par le commerçant? Oui, il y a aussi tout ce qui va être la notification push. Je vous donne un exemple tout bête. Imaginez que vous êtes en train vous savez que vous faites des ouvertures exceptionnelles pour les fêtes de fin d'année. Vous ne savez pas trop comment communiquer avec vos clients à part leur mettre une petite affichette et leur donner des flyers pour leur dire que vous êtes ouvert telle date. Et pour autant, vous avez eu l'autorisation préfectorale de l'ouvrir. Il n'y a rien de mieux que de le passer sur l'application mobile. Alors ça va être pour attirer dans le point de vente, mais une fois qu'ils sont dans le point de vente. Et quand on va être dans le point de vente, ça va être par exemple de pousser la promotion sur certains produits. Alors c'est ce que je disais sur le beacon. Pour moi, il ne faut pas en mettre 100 dans un magasin, mais en mettre une dizaine, c'est toujours très intéressant parce qu'on va être capable de pousser, alors que ce soit du beacon ou la feedbox pour rejoindre mon collègue à côté. Mais voilà, c'est typiquement de pousser la promotion sur certains produits où vous savez qu'ils ont une forte valeur ajoutée pour les clients. Très bien. Lionel, également chez Open, est-ce que vous avez des cas concrets d'usage de ces technologies in-store qui se traduisent par un développement de l'activité du commerçant? Oui, je pense qu'en complément de ce que viennent de dire mes deux camarades, ce qui est important aussi, c'est tout ce qui est accueil personnalisé, être capable de gérer, que ce soit la file d'attente, que ce soit de proposer en fait directement sur le mobile. Alors, dans le domaine bancaire, par exemple, quand vous rentrez dans l'agence, tout simplement que vous allez faire un certain nombre d'actes, et en fonction des actes que vous allez faire, en fait, l'application va vous proposer des parcours utilisateurs spécifiques. Donc, ça va être quand vous allez vous approcher en fait d'un GAB pour faire un dépôt de chèque, par exemple, ou pour retirer un document en particulier, l'application va préenregistrer ou préimprimer en fait un formulaire de dépôt de chèque avec les coordonnées de votre compte bancaire, etc. Donc on est vraiment dans l'amélioration de l'usage au quotidien. Ça c'est vraiment déployé à grande échelle, c'est pas simplement un prototype quelque part. Alors ça aujourd'hui, ça fait partie des nouveaux services qui sont en train d'être testés. Donc c'est pas un déploiement à grande échelle.
Sur des déploiements à grande échelle, on va être plutôt sur des enseignes effectivement non alimentaires, mais qui en fait ont une problématique de gestion de l'accueil en magasin, avec des temps d'attente qui doivent être le plus court possible. Donc l'idée, ça va être de bien aiguiller la personne en fonction de son besoin et de l'heure à laquelle elle va arriver dans le magasin, et de manière à la ça va être quel message, par exemple? Voilà, tout à fait. Ouais. Ça va être des messages, ça va être de proposer du contenu pendant le temps d'attente pour essayer de, entre guillemets, meubler de manière intéressante sur différents types d'offres le temps qu'elle va passer avant de voir son conseiller. Voilà. Donc ça, c'est les choses qu'on fait. Alors, c'est des sujets qui sont assez, qui sont avec des enseignes assez qui sont assez sensibles. De voilà, donc c'est compliqué de communiquer sur ces sujets-là. Et l'autre cas de figure, ça va être effectivement de proposer, au-delà de l'application mobile qui va permettre de mettre en relation une marque avec ses clients, c'est également de proposer des applications satellites qui vont apporter de la valeur ajoutée à l'utilisateur. Donc dernièrement, on a sorti une application sur les stores avec l'enseigne MAF, qui s'appelle MAF et moi, et on est en train de développer tout un portefeuille d'applications satellites. On rappelle que MAF, c'est la compagnie d'assurance, et pas la fait. Mobile Marketing Association France qui organise cette table ronde aujourd'hui C'est pour ça, éviter oui, toute confusion. Voilà, tout à fait. Vous avez bien fait de le préciser. Et l'idée de ces applications satellites, c'est d'apporter un peu plus de valeur. Et donc, il y a une application qui vient de sortir qui s'appelle Alcotest, qui permet en fait d'estimer le taux d'alcoolémie quand on va rentrer. Donc, toujours autour, effectivement, du thème principal qui est la gestion de la sécurité dès lors qu'on prend sa voiture et qu'on a un contrat d'assurance. Anne, si je vous pose la question du retour sur investissement, un petit peu comme tout à l'heure, évidemment, on peut donner des chiffres, des coûts d'acquisition, des paniers d'achat, mais ça va peut-être au-delà de ça, ça peut aussi transformer le magasin, fluidifier sa fréquentation, faire découvrir de nouvelles zones. C'est compliqué de quantifier le ROI pour le commerçant? Alors, pour des solutions purement analytiques, effectivement, c'est un peu compliqué, puisque là, on est vraiment, on va dire que la métrique principale, la KPI, ça va être le panel, justement, le pourcentage des gens qu'on va pouvoir capter en magasin, et donc à quel point est-ce que nos données sont significatives par rapport au business du retailer. Après, par contre, on en parlait tout à l'heure sur tout ce qu'on fait nous en display. C'est vrai que là, comme on est sur par exemple un coût de la visite, voilà, chaque retailer sait exactement combien une visite va leur apporter suivant son taux de marge, suivant le taux de conversion et compagnie. Donc là, pour eux, c'est un calcul assez naturel. De la même manière qu'un Criteo, par exemple, le fait très bien sur le web. L'idée, c'est vraiment d'arriver à ce type de modèle-là, mais dans le magasin physique. Le Criteo du offline. Exactement. C'est un beau claim. En tout cas, dans le point de vente, il y a des commerçants qui sont capables d'augmenter le panier d'achat, ou en tout cas d'écouler un stock qu'ils avaient sur les bras depuis longtemps. On commence à avoir des retours d'expérience significatifs. Alors, écouler des stocks, c'est pas des choses qu'en tout cas nous on a fait. Par contre, ce qu'on a vu, il est fréquemment intéressant, ce que disait Admouf tout à l'heure sur KFC, c'est sur la génération de visites et donc de nouveaux visiteurs et de nouvelles clientèles. C'est là qu'on voit qu'on a vraiment une carte à jouer, puisque déjà on arrive à leur rapporter du nouveau trafic, et en plus on arrive finalement à leur donner un coût de la visite, quoi. Et un simple visiteur qui ne serait pas forcément arrivé par le mobile mais qui rentre dans un magasin, est-ce que le mobile peut aussi augmenter son panier d'achat grâce à une notification? Oui, tout à fait. Bien pensée? Avec des solutions par exemple de type iBeacon et autres, là on est vraiment en mesure de lui apporter un message personnalisé. On peut même prévenir un vendeur. Alors nous on a été... mais vous n'avez pas de chiffres ou de là, données pour le coup, quantitatives? Pas de données à vous donner sur... C'est encore trop expérimental. Ouais. Guillaume, également, même question. Si on pose la question du ROI, c'est forcément une question que posent beaucoup de spécialistes du e-commerce. J'imagine que les commerçants vous posent aussi la question. Oui, exactement. En fait, nous, ce qu'on a remarqué, c'est que déjà, juste pour finir sur l'usage, il y a un truc qu'on n'a pas dit qui est intéressant, c'est tout ce qu'on fait sur la gamification aussi. Aujourd'hui, il y a gamification, un mot qui consiste à transformer la vie en un grand jeu vidéo, c'est ça? Ça a transformé un magasin en un grand jeu vidéo, mais moi je vois de plus en plus de retailers qui se posent la question de comment utiliser ce qu'on disait là sur les files d'attente, qu'est-ce qu'on peut proposer comme de jeux d'instant win, etc. pour faire gagner des points et tout ça. Donc ça c'est très intéressant. Qu'est-ce qu'ils font? Ils se courent après dans les couloirs comme dans Tetris? C'est quoi le concept? Ça va être par exemple un jeu à gratter pour gagner 30 points et après prendre ces points pour avoir des nouveaux coupons, pour les donner à une association, etc. Donc il y a vraiment une grosse problématique aujourd'hui sur la gamification. Pardon, comme dans Pac-Man, j'ai raté ma blague. Et donc voilà, mais il y a aussi, comme disait Anne-Vu, ce qui est important aussi, c'est, on parlait de ROI, moi je peux vous passer un cas qui est paru dans la presse il y a plusieurs années maintenant. Nous on avait testé avec Auchan justement l'idée du couponing complètement dématérialisé en magasin. Et ce qu'on a remarqué, c'est qu'on avait fait ça sur un magasin qui est à Lille, qui est le magasin de Fage Tuminil, qui est le magasin de test d'Auchan. Et ce qu'on remarque, c'est que ils ont pris déjà beaucoup de téléchargements de leur application sur ce magasin-là. Ils sont arrivés à 15 000 téléchargements sur ce magasin-là en même pas quelques semaines. Donc c'est colossal pour un magasin. Et puis surtout, c'est l'utilisation du coupon. C'est-à-dire que les gens attendaient vraiment que l'offre apparaisse sur le mobile à telle date, à telle heure, pour venir en magasin. Et puis on voyait que la personne qui avait utilisé telle offre,
eh ben, elle allait avoir le deal exceptionnel. Donc on était vraiment dans cette idée de jouer de la gamification. Et on renforce la relation client. Ça renforce la Difficile de quantifier le ROI, mais en tout cas, a priori, c'est bon pour l'enseigne, c'est bon pour la marque. Le ROI, Auchan le sait, puisqu'ils ont leur sortie caisse et ils burnent l'offre en caisse. Donc le ROI, ils le savent. Maintenant, ils ne le communiquent pas et je pense que si ça ne marcherait pas, ils ne le déploieraient pas. Mais voilà, je pense qu'aujourd'hui, il y a vraiment quelque chose à faire sur tout ce qui est le système de caisse. On parlait tout à l'heure du magasin connecté. C'est un peu une problématique. Aujourd'hui, toutes les enseignes veulent leur magasin connecté, veulent avoir leur flagship qui est mieux que le concurrent. Mais pour autant, je pense qu'il faut arriver à gérer aussi bien cette problématique, comme on peut dire, sur la localisation, les interactions, mais il y a aussi quel type de Wi-Fi on va mettre en place, quel type d'étiquette intelligente on va mettre en place. Il faut des résultats. Lionel, chez Open, c'est pas simplement pour équiper des flagships, comme on dit, c'est pas qu'une histoire de communication. Ce commerce connecté, il faut que ça fasse du business. Qu'est-ce que vous répondez à vos clients qui vous parlent de ROI ? Alors, je pense qu'avant de parler de ROI, il faut aussi se poser la question de savoir comment ça va s'intégrer. Tout à l'heure, j'entendais effectivement que dans le cas d'une enseigne de bricolage, il y avait une intégration complète avec le CRM et le SI. C'est un des points importants et ça nécessite forcément des investissements importants. Donc faire uniquement un calcul de ROI à partir de ce que va coûter l'application pour la tester en magasin, etc., sans se poser la question de savoir comment ça va interagir avec le système d'information et apporter de la valeur, c'est compliqué et c'est ne prendre qu'une partie de l'équation. Donc ça, c'est ma première réponse. La deuxième réponse, c'est effectivement que ça génère beaucoup plus de trafic en magasin. Ça génère un changement de comportement qui va évoluer au fur et à mesure du temps, parce qu'aujourd'hui, même quand vous mettez en place une application mobile dans un supermarché, vous n'avez pas 100% des clients qui vont l'utiliser, parce qu'ils n'ont pas forcément tous téléchargé l'application, le smartphone qui convient et l'habitude d'utilisation sur smartphone de ce type d'équipement. Mais on va y arriver de plus en plus, puisqu'on le voit bien déjà dans la sphère personnelle. De plus en plus, on est sollicité pour utiliser nos mobiles pour faire à peu près tout et n'importe quoi. Donc on va y arriver, ça va prendre un petit peu de temps. Mais il faut clairement que les enseignes aient en tête que ça va leur coûter en termes d'investissement un petit peu d'argent, parce qu'il faut que le SI évolue également avec ces nouvelles technos et il n'a pas forcément été prévu à l'origine pour pouvoir discuter avec ces nouveaux médias qui permettent en mobilité effectivement d'interagir avec le client. En tout cas, c'est pas juste un buzz, c'est une tendance de fond et donc évidemment il faut investir. C'est une vraie réflexion. On voit les grandes enseignes leaders, quel que soit le domaine d'activité que vous prenez, que ce soit l'alimentaire, que ce soit l'assurance, que ce soit les services. Ils sont tous en train de se poser ces questions-là. Ils se les posent déjà en interne pour eux-mêmes sur la digitalisation de leur processus avec leurs collaborateurs. Et ils se la posent également, bien évidemment, dans la relation avec leurs clients. Et aujourd'hui, c'est là où, effectivement, nous, on joue un rôle important de par la connaissance qu'on a de leur système d'information pour les aider, les guider. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je disais que les technos, en fait, finalement, qui vont permettre d'interagir et de communiquer. Et puis, ça dépasse complètement la question du commerce connecté. C'est le sujet de la transformation digitale de toute entreprise. C'est le sujet global où nous, on veut être, au sein du groupe Open, un acteur de cette transformation-là pour nos clients. Et on l'a déjà démarré là, depuis maintenant, on va dire, 5-6 ans, où on amène ces enseignes-là à effectivement repenser complètement leur système d'information. Et finalement, l'application mobile n'est que en fait, la dernière pierre de l'édifice global. Presque un prétexte en fait, pour véritablement se transformer. Leur tour, je vais vous demander à tous les trois un petit mot de conclusion. Anne-Vue, alors on a parlé du mobile in-store. Ça y est, c'est parti, c'est le moment d'investir. C'est le moment par exemple de prendre une Fitzbox et de changer d'air pour le commerçant. Oui, exactement. Nous, justement, pour toutes les raisons qu'on vient d'évoquer, et notamment tous les sujets qu'on vient de voir, c'est qu'on est vraiment dans une ère mobile où il faut arriver à capter le consommateur par différents biais, parce que lui, il arrive justement par différents biais, du mobile, du web, en physique aussi. Donc il faut en profiter. Et puis si j'ai une petite annonce à faire, c'est aussi pour dire que chez FitzUp, on va lancer dans quelques jours une offre justement pour faciliter l'accès aux Fitbox et donc aux beacons à tous les retailers en les offrant. Donc en se connectant au site dans quelques jours. Fitbox, cadeau pour tout le monde, profitez-en. Voilà, c'est ça. Sur www.fitzup.com d'ici 2 jours. Voilà. Donc Fitzup, FIDZUP.com. Merci. Guillaume, également un petit mot de conclusion. Est-ce que vous avez quelque chose à offrir à notre audience ? Oui, je peux vous offrir des mois d'essai gratuits à Vision, si vous voulez, il n'y a pas de problème. Non, ce qui est surtout, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'aujourd'hui, comme on disait tout à l'heure tous les trois, c'est que le mobile, c'est vraiment le meilleur capteur aujourd'hui pour avoir de l'information sur son client. On a énormément d'informations, on peut savoir énormément de choses. D'ailleurs, là n'est pas la question, mais quand on voit ce qu'on arrive sur la vie privée à sortir, on est tous un peu dans des zones noires et on ne sait pas trop ce qu'on peut faire et pas faire. Mais voilà, on a vraiment un vrai capteur, on peut capter le consommateur, on peut le capter de chez lui, dans sa voiture, dans le magasin. Tout ça, ça passe par le mobile. On collecte énormément de données.
On peut faire du retargeting mobile, que ce soit de la pub ou que ce soit de la notification ou que ce soit dans une appli installée ou dans une autre appli installée. Donc il y a tellement de choses à faire qu'il faut être accompagné par Phoceis pour réussir cette transformation digitale. Voilà, et si vous voulez des démos de vision, on est sur le stand Startup Innovation P033. Voilà. Sinon, c'est Phoceis, P-H-O. C'est phoceis.com et sinon le site de vision, c'est driveduapps.com. Très bien, merci. Lionel, également un mot de conclusion. Si on veut réussir sa transformation digitale, on va évidemment chez Open. Oui, on accompagne tous nos clients effectivement dans ces processus-là. Aujourd'hui, on va lancer une offre, notamment avec les nouvelles versions, en fait, les nouvelles générations de beacons qui viennent d'arriver sur le marché. En tant que partenaire Google, on a déjà mis en place en fait des premiers tests avec les beacons Google qui sont sortis il n'y a pas très longtemps, notamment la plateforme Eddystone, qui révolutionne. Est-ce que vous allez aussi tester la Fixbox ? Alors, on n'a pas encore testé la Fixbox, mais j'ai compris que dans 2 jours, on pourrait la tester. Non, bien avant. J'en profiterai pour en discuter après, hors antenne. Je ne sais pas si on dit ça comme ça. Mais non, l'intérêt, c'est effectivement cette nouvelle plateforme Eddystone qui va apporter beaucoup de valeur, qui en fait n'est plus un système propriétaire comme les anciennes générations de beacons et qui surtout permet en fait une plus grande souplesse. On parlait tout à l'heure vous aviez posé une question très intéressante, c'est l'utilisateur, le client qui arrive en magasin et qui n'a pas l'application sur son smartphone. Est-ce que lui aussi il peut interagir avec les beacons qu'il y a en magasin ? Cette nouvelle génération de beacons le permet. C'est-à-dire qu'en fait, on va être capable d'ouvrir en fait des notifications directement dans le navigateur de son téléphone, sans qu'il ait forcément l'application de télécharger, ce qui était une grosse contrainte de l'ancienne génération. Ce qui va considérablement élargir le parc. Merci en tout cas à tous les 3 pour votre témoignage. Je vous libère et j'invite immédiatement les speakers de la 3e table ronde à nous rejoindre. Emmanuel Boto de Cashlog Buongiorno, François Le Tanner d'AppSmile et Axel de Tour de Carving Labs. Bonjour. Il m'en manque un. Le voilà. Alors on enchaîne à un rythme effréné. Il nous reste 30 minutes pour parler de marketing mobile. François. Bonjour. Bonjour François Le Tanner. Alors vous êtes CEO et fondateur d'AppSmiles. J'ai l'impression que vous êtes un spécialiste de la fidélisation et des applications, mais est-ce que je me trompe ? Oui, c'est à peu près ça mon métier. Moi, je suis un spécialiste du marketing client, fidélisation entre autres, d'applications mobiles. Et on a monté AppSmile dont le rôle est grosso modo de faire revenir vos clients sur une application mobile. C'est bien de la faire, c'est bien de la faire télécharger. Et nous, on s'est dit, tiens, il y a peut-être un créneau à prendre sur... et comment on fait pour que les gens l'utilisent, cette application mobile, à peu près. Très bien. Alors, j'espère que je ne me trompe pas. Emmanuel Boto, oui, Head of Sales France et Benelux, Buongiorno. Rappelez-nous un petit peu le groupe. C'est Buongiorno du groupe NTT Docomo. C'est une société qui travaille sur le mobile depuis une quinzaine d'années. Société italienne. Une société italienne à l'origine, maintenant japonaise, mais rachetée par NTT Docomo, donc l'opérateur japonais. Que le France Télécom japonais. C'est exactement ça. On a donc toute une partie qui est dédiée à tout ce qu'on appelle les OTT services, donc la vente d'applications, de contenu type musique, jeux, les logos sonneries pendant longtemps. Exactement. Et on a développé depuis quelques années maintenant toute une partie qui est dédiée aux solutions de paiement sur facture opérateur. Et également une dernière partie qui est sur tout ce qui est e-commerçant pur et dur, PSP, avec un stand qui se trouve ici via Lovit. Voilà. Et vous nous parlerez dans un instant de la solution Cashlog. Exactement. Très bien. Et à votre droite, Axel de Tour. Bonjour. Bonjour, vous êtes le cofondateur de Carving Labs. Quelle est votre activité exactement ? Alors nous, on travaille sur la fidélité mobile. On est opérateur de fidélité mobile. On utilise des technologies relativement classiques pour faire la fidélité, à savoir les applications, le beacon. Mais il y a une technologie qu'on pousse en particulier. On est très complémentaires à cette technologie de François, puisqu'on travaille sur toutes les technologies hors app et particulièrement le wallet. Ce qu'on appelle le wallet, c'est tout ce qui est natif et tout ce qui se retrouve sur votre téléphone quand vous l'achetez. Vous avez des applications qui sont déjà là, comme Passbook sur iOS ou Google Wallet sur Android. Et notre technologie consiste à faire de ces applications qui sont déjà sur vos téléphones de véritables plateformes marketing pour vos marques. Alors plutôt 2 spécialistes de la fidélisation, un spécialiste du paiement. Peut-être avant de revenir plus concrètement sur vos solutions, on a beaucoup parlé de mobile
to-store, de mobile in-store. Est-ce que vous avez eu envie de réagir, de faire des ajouts à ce qu'on peut dire les autres intervenants sur ces sujets un petit peu en amont du paiement? François? Alors, oui, moi j'ai envie de rajouter une chose, c'est qu'on a beaucoup entendu parler de ce que pouvait faire une entreprise avec le mobile vis-à-vis de ses clients. C'est assez intéressant de retourner aussi la proposition de qu'est-ce qu'un client peut faire vis-à-vis des entreprises qu'il a choisies. Je trouve ça intéressant de dire que moi, client, avec mon propre mobile, qui est mon outil à moi, je décide quelles sont les entreprises qui sont présentes dedans et je peux décider de quelles sont les interactions que j'ai avec cette entreprise. Et c'est pour ça que je vais maîtriser ma privacy, maîtriser mes données. Je vais pouvoir faire absolument ce que je veux, moi, individu, vis-à-vis de telle entreprise. Je trouve ça intéressant de le retourner. Je vais décider un changement de d'être paradigme signalé. un peu. Ouais. Voilà. Axel, également une réaction sur ce qu'on a pu se dire? C'est un peu dans le prolongement de ce que dit François, c'est-à-dire qu'on a beaucoup parlé d'analytics, effectivement, de ce que peut faire une entreprise, de ce que le mobile ou la data peut apporter à une entreprise. Mais en fait, il y a tellement d'outils, il y a tellement de choses à faire aujourd'hui. Nous, on rencontre beaucoup de marques. Le marché est ultra hétérogène. Et ce qu'on essaie de faire avec elles, c'est des actions relationnelles avec le client qui sont simples. C'est-à-dire qui vraiment de remettre au goût du jour des actions toutes bêtes de connexion avec le client. Et le mobile, qui est un outil extraordinaire. S'il y a 10 ans, on avait dit au CMO qu'il pouvait avoir une baguette magique dans la poche de tous les clients, ils auraient tous signé. Mais on se rend compte que c'est un outil qui est compliqué à gérer aujourd'hui. C'est compliqué d'avoir du reach sur mobile aujourd'hui. On en parle beaucoup via les apps, mais il n'y a pas que les apps, il y a plein d'autres choses autour du mobile. Et le client, dans cette relation, il a quelque chose à faire. Merci Emmanuel également. Une petite réaction à ce qu'on a pu se dire ces deux. Oui, je rebondis sur ce que tu disais, Axel, sur la simplicité. Notre objectif en tant que solution de paiement, c'est de simplifier la vie des utilisateurs de mobile. Donc nous, on est intermédiaire entre l'opérateur, le marchand et l'usager. Mais on est bien avec ces trois acteurs prépondérants pour pouvoir faire que ça fonctionne, que ce soit en magasin ou pas. Nous, on traite pour l'instant de biens digitaux, puisque la loi nous contraint un petit peu pour l'instant de rester dans ce carcan-là. Mais dans très peu de temps, on va faire du bien physique. Et le fait de faciliter la vie des mobinautes, c'est l'objectif premier pour nous, quoi. Alors Emmanuel, justement, on va revenir un peu plus en détail sur votre solution Cashlock. Je me rappelle qu'il y a une dizaine d'années, le PDG de Docomo disait que son rêve, c'était de vider les poches de ses clients. Alors j'ai jamais compris si c'était au sens propre ou au sens figuré qu'il fallait comprendre cette phrase. Mais l'idée de Cashlock, c'est quoi? C'est de remplacer les outils de paiement traditionnels par une solution dématérialisée? Je ne connais pas personnellement le PDG de Docomo. J'aimerais bien, mais je connais déjà celui qui est dédié en Europe, donc la filiale. Je ne sais pas si c'est l'objectif de vider les poches de ses clients. C'est peut-être une mauvaise traduction du japonais, en fait, évidemment. Cashlock est vraiment pour nous une solution qu'on propose qui est centrée sur l'usager et qui est dédiée pour tous les paiements de type digitaux, mais de simplification des paiements. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, payer avec son mobile, ça implique quoi? Soit l'usage de la carte bleue, soit l'usage d'un compte PayPal, soit d'un compte tout court. L'objectif du paiement sans facture opérateur, c'est d'enlever toutes ces barrières-là. C'est d'être complémentaire à ces paiements-là, puisqu'on ne va pas enlever, on ne va pas supprimer les paiements par carte bleue. En France, on a un taux d'équipement, on est encarté comme on a quasiment. Inventé presque. Voilà, la c'est carte ça. de Donc paiement on a un pays qui est extrêmement mature de ce point de vue-là. On ne va pas l'enlever. On est complémentaire pour certains types de produits. Des produits de petits montants. Aujourd'hui, on parle entre 5 et 15 euros, 20 euros, mais sur des gros volumes. Donc après, on s'adresse aussi bien au marché du transport qu'au marché du parking, qu'au marché des contenus digitaux type musique, film, VOD, etc., etc. Alors c'est une solution qui a été pensée pour des produits dématérialisés, historiquement. On parlait des logos, des sonneries, des jeux, Exactement. des vidéos. Aujourd'hui, c'est une solution qu'on peut aussi imaginer pour des commerçants traditionnels, pour des petits montants. Absolument. Pour l'instant, on est dans la phase amont. On est un petit peu là pour évangéliser le marché également. On s'est basé sur un business case qui est fort en Espagne, qui est via l'opérateur Telefónica. On est devenu leur plateforme de billing. Donc tous les marchands qui sont connectés à Telefónica pour vendre du contenu digital passent par notre service. On a fait la même chose en France. On est devenu la plateforme de Bouygues Télécom depuis cette année. Donc au fur et à mesure, on va développer via les volumétries qu'on va traiter, puisqu'on ne fera rien sans volumétrie. On va développer cette consommation de biens digitaux et on va venir avec la loi qui va nous y aider sur les biens physiques. Aujourd'hui, on ne peut pas le faire. C'est une question légale? Exactement. Donc, mais de toute façon, on va y venir. Dans d'autres pays du monde, c'est déjà le cas. Au Japon, on a vu le lancement via un de nos concurrents. On parlait tout à l'heure des commerçants sur, on va pas le citer, le jaune et rouge ou le vert et jaune chez nous.
sur un marchand donc, de tout ce qui est café, viennoiserie, etc. au Japon, passe par le paiement sur facture opérateur, en produits physiques. Alors, longtemps, la facturation sur facture opérateur, ça coûtait assez cher aux commerçants. Il y avait une très forte marge captée par l'opérateur. C'est compatible avec un business model offline? Parce que de mémoire, c'était près de 30%, je crois, qui était capté par l'opérateur. C'est plus 30%, c'est moins, c'est beaucoup moins, mais c'est pas non plus le même pourcentage qu'un usage carte bleue. Et pour cause, aujourd'hui, on est en phase de construction de marché. Moins, c'est combien? Ce sera un peu plus que la carte bleue. D'accord, donc c'est quelque chose comme 4-5%? Ça peut, alors peut-être pas 4-5%. Il faut qu'on mette en face deux choses. Le revenu share, le pourcentage que prend l'opérateur et le marchand, et puis la conversion. Aujourd'hui, on est sur des conversions qui sont entre 5 fois et 7 fois plus fortes que la carte bleue. D'accord. Donc il faut tout mettre dans la balance. Donc le commerçant abandonne une partie plus importante de sa marge, mais par contre il gagne en termes de conversion. Alors, on essaye, nous, au Cashlog, de faire en sorte que ce soit à la fois le marchand et l'opérateur qui jouent le même jeu, puisqu'on est là pour construire le marché. Je vois que vos voisins sont dissipés. Attention, je vais aussi vous poser des questions sur les paiements, même si ce n'est pas forcément votre spécialité. En tout cas, aujourd'hui, la solution Cashlog, elle a vocation à équiper tous les commerçants. Et vous le disiez, ça améliore, cette simplicité, cette fluidité, ça améliore le taux de conversion. On est en train de dire qu'on améliore la transfo, donc la conversion. Ça, c'est du côté client. On est également en train de dire qu'on améliore et on facilite la partie marchand. Aujourd'hui, s'implémenter à une plateforme comme celle de Cashlog, c'est extrêmement simple, le marchand n'a rien à faire. Et du côté opérateur, une implémentation large, c'est-à-dire pour pencher tous les types de marchands que l'opérateur voudrait proposer à ses clients en base ou même d'autres, puisqu'on est transversal, on est multi-device, c'est très simple. Enfin, on calcule ça. C'est la solution que le marché attendait. C'est complémentaire, exactement. Axel, vous êtes plus spécialisé dans le CRM, mais vous travaillez avec des gens comme Google, des gens comme Apple, qui ont aussi des solutions de paiement avec une marge significative sur les biens dématérialisés. Vous présentez également une grande bagarre sur le paiement avec des acteurs sur facture opérateur ou le monde de la carte bancaire. On peut imaginer une sorte de convergence de ces solutions aussi pour adresser les marchands physiques? Oui, alors nous, c'est ce qu'on observe, hein, c'est tout l'objet d'ailleurs de notre techno en particulier. C'est que la bataille elle a déjà lieu, on les appelle les Wallet Warriors. Il y a Apple Pay qui est apparu aux États-Unis en octobre dernier. Oui, qui est déjà en test en Angleterre et qui arrivera bientôt en France, j'imagine. Exactement. Il y a Android Pay qui était anciennement Google Wallet, qui était donc préembarqué sur Android et qui stockait les cartes de fidélité, les coupons, etc. Et qui maintenant s'appelle Android Pay, qui est aux États-Unis. Il y a Samsung qui lance Samsung Pay. En bref, ce dont on se rend compte, c'est que tous ceux qui sont des fabricants de terminaux préembarquent des systèmes de paiement et autour de ces systèmes de paiement, ils l'abondent, ils l'enrichissent de fidélité, de couponing, bref, de relationnel client parce que le paiement sur mobile, c'est clairement une des prochaines grandes batailles qui arrivent. Mais ce qui est intéressant de voir derrière le paiement, c'est tout ce que les services tous les services que les marques peuvent apporter autour du paiement. C'est là-dessus qu'on se positionne. On parlera des services CRM dans un instant, mais est-ce qu'une solution de paiement simple, mobile-centrique, ça améliore effectivement les taux de conversion de manière significative? Nous, on n'est pas acteur du paiement, on est autour de ces programmes autour du paiement. Donc ce qu'on observe, c'est que le fait d'utiliser des applications natives sur les terminaux, ça booste clairement la conversion. On va au-delà de l'obstacle du téléchargement de l'application, qui est un vrai obstacle aujourd'hui. Aujourd'hui, faire télécharger une application pour une marque, particulièrement brick and mortar, qui n'a pas énormément de récurrence, en fait, c'est très compliqué, quoi. C'est comme essayer de faire manger des épinards à un enfant, quoi. C'est long, c'est fastidieux, et on n'est pas sûr d'y arriver, quoi. Et les taux de pénétration des applications de plein de marques qu'on rencontre, ils ont beaucoup investi dessus. Et ils se rendent compte que finalement, ils n'ont pas énormément d'actifs sur cette application. Donc nous, l'objectif, c'est de permettre d'accéder au mobile beaucoup plus facilement sur la feed et sur le couponing. D'accord. Et vous pensez que des opérateurs, soit en direct, soit au travers de la solution de bandes journaux, ont leur chance face à des Apple ou des Google qui contrôlent le smartphone? Nous, ce qu'on pense, c'est qu'il va y avoir un phénomène de concentration important. On ne peut pas imaginer que chaque application
que chaque personne qui vend quelque chose ait son propre wallet, ça serait invivable pour le consommateur. Et puis ces gros acteurs jamais ne le laisseront le faire. Donc nous, on parie, et c'est ce que montre le marché aujourd'hui, vers une concentration de ces services-là. Mais ça n'empêche pas qu'il y ait des acteurs qui soient peut-être moins massifs, mais qui aient une plus-value, une vraie valeur ajoutée par rapport à ces services-là, qui puissent aussi avoir leur jeu. Très bien. François, également, ce n'est pas forcément votre spécialité, le paiement, mais vous regardez, j'imagine, ces sujets avec attention parce qu'ils sont en amont du processus de fidélisation. Vous pensez quoi de ce type d'initiative ? Moi, je pense que la tendance de fond, le mainstream, ça nous amène vers ça, vers un paiement complètement dématérialisé. Je pense qu'en effet, ta solution est l'une des pistes possibles. Je pense que PayPal est une autre piste. Apple et tout ça sont des pistes. Mais il ne faut pas quand même qu'on oublie un point fondamental, c'est que le bout de plastique actuel, la carte bancaire actuelle en plastique, a deux qualités immenses. La première, c'est que c'est très sécurisé, extrêmement sécurisé. Et pour l'instant, on n'arrive pas à ce niveau de sécurité en digitalisation de l'ensemble. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point qui est encore plus dur à passer, le deuxième obstacle à passer qui est beaucoup plus compliqué, c'est que c'est extrêmement bien réparti et répandu. C'est très bien. Tous les points de vente, le dernier des points de vente est déjà équipé d'un TPE, etc. Alors, c'est emmerdant de renouveler un TPE, c'est absurde de rajouter du hard alors que le client se pointe lui-même avec du hard update, enfin le mobile est toujours à jour, donc pourquoi équiper le point de vente? On se dit que c'est idiot, ça ne sert à rien. Néanmoins, il y a une espèce de grosse réticence derrière ça qu'il va falloir passer. Et on n'a pas envie de donner sa carte à Amazon et à Pierre et à Paul et à Jacques, quoi. Alors, il y a néanmoins beaucoup de commerçants qui peuvent se poser aujourd'hui les questions du renouvellement de leur terminal de paiement électronique, leur fameux TPE, et se demander avec quelle solution je dois être compatible. Qu'est-ce qu'on pourrait leur conseiller aujourd'hui d'attendre ? Alors moi, je pense qu'il faut, en parallèle, de la même façon que les e-commerçants ont bien compris qu'il fallait mettre un maximum de moyens de paiement et qu'à chaque fois, ils prenaient des parts de marché, en rajoutant une carte Cofinoga, en rajoutant une carte ceci, une carte cela. Et je crois que dans un monde physique, il faut faire la même chose. Il faut accepter un maximum de moyens de paiement. Je pense que ta solution Cashlog est une très bonne solution pour un certain nombre de transactions rapides, simples et finalement d'achat d'impulsion. Je pense que pour des achats plus larges, il ne faut pas oublier qu'il y a du crédit, que les gens ont besoin de payer en plusieurs fois. Et qui dit payer en plusieurs fois dit sécuriser la transaction, sécuriser le risque, etc. Et donc, il faut être capable de gérer l'ensemble à la fois. Mais le mobile est le meilleur. Le mobile ou la tablette ou l'équivalent est le meilleur support demain pour authentifier un bonhomme, dire c'est lui, c'est bien lui qui fait la transaction et pousser une transaction. Emmanuel, un mot sur la sécurité ? Oui, la sécurité, c'est un des piliers également de l'offre sur laquelle on a travaillé, en tout cas chez Cashlog, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait une partie quand même des transactions bancaires qui n'allaient pas jusqu'au bout, justement à cause de cette sécurité parfois trop poussée. Quand on voit les taux d'abandon via le 3D Secure, etc., c'est assez fort. Alors qu'à l'inverse, si on utilise un compte opérateur, un compte mobile opérateur, on arrive à atteindre des niveaux de sécurité aujourd'hui qui sont loin d'être ridicules. Par contre, effectivement, notre rôle, c'est d'évangéliser sur cette sécurité qui est effective. Et c'est ce qu'on fait avec les opérateurs, parce que c'est leur gagne-pain. Et puis pense que ça dépend des montants, quoi, des montants de transactions. Aujourd'hui, on ne va pas acheter son canapé ou sa voiture via le paiement sur facture opérateur. Ça n'arrivera, à mon avis, jamais. Ce n'est pas l'objectif. C'est pour ça que je parle de paiement complémentaire sur des petits montants. Impulsion. Mais sa baguette de pain, pourquoi pas ? Et pourquoi pas ? Sous réserve que la marge absorbe la commission. Très bien, alors on voit le mobile aujourd'hui est en train de remplacer les cartes en plastique, les cartes de paiement classiques. Le mobile est également en train de remplacer les cartes de fidélité, plutôt en carton d'ailleurs, j'ai marqué les cartes de fidélité. Comment vous appréhendez vous cette mutation chez AppSmiles ? Nous on a une conviction, mais qui date des vieux programmes de fidélisation. Autrefois, un programme de fidélisation partait forcément du paiement. Parce qu'un programme de fidélisation n'était pas fait pour fidéliser, mais pour savoir qui achetait quoi quand. Et donc, le seul moment où on peut rapprocher un identifiant d'un ticket de caisse, c'est le paiement. La techno nous permettait de faire que ça à ce moment-là, c'est très bien. Nous, notre conviction, c'est que la fidélisation, ça commence bien avant. Quelqu'un qui rentre dans un point de vente, quelqu'un qui se connecte par Internet ou par une application mobile à la marque, doit être fidélisé. Sans qu'il y ait nécessairement achat. Sans qu'il y ait nécessairement achat, on peut récompenser une visite. On sait que dans le e-commerce, le taux de transfo, c'est 2%. Il y a 100% des gens qui rentrent aujourd'hui, des visiteurs uniques, il n'y en a que 2
sur ces 100 clients qui vont acheter aujourd'hui. Donc, Les 98, ils achèteront demain. Il est urgent de les traiter, ceux-là. Il faut quand même penser un peu à Et ça. c'est le cœur de votre solution? Vous pouvez nous rappeler un petit peu Alors, ce que vous nous, proposez? le cœur de notre solution, c'est de dire qu'on travaille sur 3 axes. On travaille sur faites remplir des formulaires à vos clients et récompensez-les pour ça. Dites-nous qui vous êtes, je vous reconnais et je vous récompense pour ça. Faites utiliser vos solutions, vos applications mobiles, vos sites web, faites rentrer dans vos points de vente. Il y a des gens qui font ça très bien. On vous récompense simplement parce que vous venez voir la marque, vous êtes en proximité. Et puis évidemment, le troisième truc, c'est social. Ça fait data, usage et social. Ça fait DAS d'ailleurs. Et tout ça avec un mobile. Presque. Dus. Monsieur Dus. Alors, on est capable de récompenser sur tous ces axes-là. Alors, l'objection majeure qu'on reçoit dans nos métiers, c'est de dire « Ah ben ouais, mais c'est pas rentable. C'est pas rentable de récompenser quelqu'un qui vient juste nous voir. » C'est quand même un peu court de raisonner comme ça. Hein. Si on raisonne un peu en lifetime value en disant « Qui reviendra demain ?» Je vous assure que c'est rentable. Et non seulement c'est rentable, mais pour le coup, les vieux programmes de feed eux-mêmes le disent, on fait des augmentations de chiffre d'affaires de 8 à 30% en traitant toute la relation avec ces clients-là. Et 8 à 30%, ça dépend, hein, si vous êtes chez Speedy ou au Galeries Lafayette, mais c'est ça qu'on arrive à faire. Et un outil comme le mobile, aujourd'hui, vous permet de fluidifier, de simplifier cette collecte d'informations, ce partage de données? Oui, mais c'est mon mobile à moi. Et le mobile a un truc absolument formidable, c'est qu'il est à moi, il peut interagir de manière différente en fonction du moment et du contexte. Parce que je suis à Paris, parce que c'est lundi, je peux pousser des choses différentes. Et donc, du coup, on est tous capables de pousser des informations un peu différentes. On est tous capables de dire « Tiens, François, aujourd'hui, faites ça. Maintenant, à tel endroit, faites ça. » Et ça, seul le mobile, il n'y a pas mieux. On ne peut pas envoyer un emailing pour faire ça. On ne peut pas envoyer un mailing papier. J'ai fait ça dans une autre vie. Mais seul le mobile peut permettre de dire « Tiens, c'est maintenant et c'est pour vous. À tel endroit, faites-le. » Et qu'on comprenne bien quel est le parcours client ou le parcours prospect que vous proposez à vos Moi, je clients. propose que ce soit dans une application mobile ou dans un équivalent que la marque utilise à ses clients. Chaque fois que vous venez me voir, je vais vous récompenser. Donc, inscrivez-vous une bonne fois pour toutes. Je vous récompenserai pour la simple visite, pour la complétion d'un formulaire, pour un achat et pour le social derrière. Mais en tout cas, c'est l'application de la marque. Hein. C'est la marque qui parle. Moi, je suis qu'un outil. Vous n'êtes peut-être pas forcément d'accord là-dessus, non? Si. J'avais cru comprendre que vous misiez plutôt sur les technologies de Google ou d'Apple et les wallets ouverts plus que le CRM dans l'application de la marque. Hors app, on mise beaucoup sur les technologies hors application. Mais le marketing, c'est un mix. On parle de mix marketing. Hein. Donc, pour nous, il n'y a pas de cannibalisation entre les canaux. On a croisé plein de boîtes qui disent « Ouais, je suis mobile first ». Et en fait, elles font qu'une appli. Alors, c'est des boîtes qui ont beaucoup de moyens, qui sont très costaudes et qui investissent que sur l'appli. Elles se disent « Je vais faire une appli, puis je vais bien bourriner sur l'appli, je vais mettre plein de features. » Et finalement, ça fait une appli couteau suisse. Et on se retrouve à un seuil très vite de pénétration de cette appli. Et donc, nous, on pense que cette appli, elle est très bien, effectivement, pour les core users de la marque, pour ceux qui vraiment utilisent la marque, ont une relation très engagée avec la marque. Mais nous, on s'adresse surtout à cette espèce de ventre mou des clients, qui sont ceux qui viennent 3-4 fois par an, qui vous aiment, mais pas assez pour télécharger votre application, mais qui ont quand même envie d'être appelés par leur prénom, qu'on leur pousse la bonne information au bon moment, et c'est ce que permet le mobile, et d'avoir une relation vraiment relationnelle. On se rend compte qu'entre le couponing et la feed, la frontière est de plus en plus floutée. On arrive à des problèmes relationnels. Et l'un enrichit l'autre, évidemment. Exactement. Et quelle que soit la techno, on peut donc récompenser les gens qui interagissent. En effet, sur un wallet, on s'est un peu rapproché d'ailleurs ensemble pour essayer de trouver une nouvelle façon de faire notre métier, mais qu'on soit dans une application mobile, qu'on soit dans un site web, ou un newsletter, ou voire en effet dans un passbook, la marque doit être capable de parler à son client en disant « Je te connais, je te récompense ». Alors justement, vous auriez des cas clients sur Facebook, par exemple, c'est donc le wallet d'Apple. Toutes les personnes qui ont un iPhone aujourd'hui en France, il y en a des millions, ont cette application Facebook. Je ne sais pas s'ils s'en servent. Exactement. Est-ce que vous avez des retours d'expérience intéressants? Ouais, bon, ça fait beaucoup partie de notre travail aussi, c'est d'évangéliser beaucoup autour de cette solution, montrer que c'est plus qu'un juste un porte-carte, c'est une vraie plateforme marketing. C'est pour ça qu'on se met aussi dans le sillon du paiement, parce que le paiement va passer par Facebook.
Donc il y aura beaucoup de trafic et d'affluence sur ces applications. Donc on a commencé à bosser avec des marques dans l'alimentaire, dans l'automobile. Et on a quelques use cases qui sont intéressants parce que ce qu'on peut faire avec Passbook, quand on pousse par exemple une campagne SMS, aujourd'hui on n'a qu'un seul temps de parole. Je te pousse le SMS. Le SMS est pas mal lu et en général, c'est des moyennes, il y a sûrement des marques qui feront plus, il y a 10% vraiment de transformation après en magasin. Nous on se rend compte quand on fait télécharger un pass dans Passbook, que ce soit un coupon ou une carte de fidélité, on a plusieurs temps de parole. Il télécharge, il l'a, et après on peut envoyer la notification en disant par exemple attention ça va se terminer dans 7 jours, ou attention tu n'es pas loin de tel restaurant ou endroit. Puis on a accès je crois au calendrier aussi sur le smartphone, donc on peut imaginer des scénarios plus sophistiqués. On peut faire des scénarios très sophistiqués, mais pour l'instant c'est pas vraiment ce qu'on vend en fait. On pourrait le faire. Ce qu'on vend surtout c'est simplement une relation assez simple, c'est-à-dire je suis capable de pousser une information simple à un client qui aujourd'hui est en demande d'une information simple, un solde de points, quelle promo, simplement ça. Aujourd'hui on est obligé de faire beaucoup du pool, d'aller chercher login, mot de passe, où la marque est obligée d'envoyer un SMS qui est assez cher, on ne peut pas baser une relation dessus, un mail c'est bien mais c'est pas toujours hyper lu, donc on arrive à une espèce de juste milieu qui concerne finalement la majorité de vos clients. Emmanuel, chez Bonjourno, vous faites aussi du CRM. On pourrait finalement imaginer de récompenser plein de gens avec des petits logos sonneries en échange d'un achat, ou en tout cas stimuler des ventes. Vous en faites beaucoup déjà. On fait du CRM. Alors on a un gros pôle B2C, donc, où on vend nos propres produits ou des produits via des fournisseurs de contenu qui sont tous très connus. Et puis on a un pôle B2B dans lequel la partie paiement se trouve. Mais on pourrait très bien, quand j'entends les discours de mes petits camarades, on pourrait très bien plugger la partie purement paiement dont on s'occupe avec une brique de fidélisation. Le fait de simplifier un acte d'achat, ça permet aussi d'avoir une plus grande fidélité. En tout cas, ça va faciliter la relation avec la marque. Et on en a besoin en termes de fidélité. Ouais. Très bien, il est 15h56. Nous allons peut-être faire un petit tour de conclusion. Alors, François, on peut dire qu'aujourd'hui, le CRM mobile change de dimension et qu'il est temps d'investir pour les commerçants et les e-commerçants. Il y aura un retour sur investissement rapide ? Moi, je crois qu'il est plus possible aujourd'hui de faire du commerce sans penser au mobile, quoi. Ça ne suffit pas. Mais tout le monde a son mobile dans la poche. À l'instant où on parle, si je vous dis où est votre mobile, vous le savez, quoi. Vous le savez encore mieux que si je vous dis où sont vos clés. Enfin, on a une espèce d'hyper-conscience de la situation du mobile. Si je fais vibrer votre mobile maintenant, un instant, tout le monde va le sortir pour le regarder. C'est quand même incroyable, quoi. Et donc, si je suis commerçant et que j'ai cette opportunité-là, je ne peux pas la louper, quoi. Le mobile, c'est le premier objet connecté. Enfin, on peut faire des ponts avec les salons qui travaillent sur les objets connectés. C'est le premier objet connecté. Il y a une opportunité absolument incroyable. Je crois qu'on n'est qu'au début, c'est ce qu'on discute, c'est ce dont on parle en fait, notamment à la MMAF. On discute de qu'est-ce qu'on peut faire, jusqu'où on peut aller dans le marketing client notamment, avec le mobile. Et qu'est-ce qui est permis, et qu'est-ce qui est acceptable d'un point de vue consommateur. Et puis même réinventer complètement en fait, sa relation client en étant mobile first et mobile centric. Bien sûr, bien sûr. Très bien. Et pour en savoir plus sur vos solutions, on se rend sur votre site web, appsmiles. On se précipite sur appsmile.fr où il y a des films, des textes, des choses incroyables. Il y a même un endroit où il y a toute l'équipe nue. Mais il faut trouver. C'est caché. C'est du teasing. Merci en tout cas François. Axel également, un petit mot de conclusion. Tout le monde sait, enfin toutes les marques savent que le mobile c'est un super outil et que c'est le futur. Il y a beaucoup, et nous-mêmes en tant que Presta, il y a beaucoup de mystères encore sur le mobile, il y a plein de choses à découvrir. Donc je pense que le vrai message c'est que quand on est sur le mobile, quand on veut investir sur le mobile, il faut laisser le choix au client. C'est vraiment le mantra absolu de la relation client d'une manière générale. Et le mobile, c'est vraiment la matérialisation de la relation client. C'est vraiment ça. Et donc sur ce mobile, laissez le choix à votre client. Plus vous aurez des canaux, plus ils vont se compléter les uns les autres, et plus vous aurez une relation avec vos clients. Et surtout, dans cette relation, dans un premier temps, il faut rester simple, vraiment très simple. Et pour en savoir plus, on se rend sur votre site web carvinglabs.com. Personne n'est nu, mais si vous venez me voir, on verra.
Merci également Emmanuel Boto, un petit mot de conclusion pour en savoir plus sur NTT, Bonjourno et Cashlog. Alors, pour ça, il y a 3 sites différents. Il y a le site Bonjourno, le site NTT et le site Cashlog. Ce que je constate, moi, c'est qu'en termes de moyens de paiement, je suis transversal, donc je suis ravi d'entendre les discours que j'ai entendus aujourd'hui. Puisque à la fin, il faudra de toute façon, en termes d'expérience client, passer la barre du paiement. Et effectivement, proposer un mode de paiement supplémentaire, ça peut faire que du bien à l'usager, donc à nous. Et pour l'instant, ça va très bien. Bientôt, si tous les gens qui sont sur Bouygues Telecom, par exemple, pourront acheter du digital, passeront par cette solution et verront que c'est assez simple et ça fonctionne. Voilà. Donc, Très bien, il est 16h pile, nous sommes dans les temps. Merci, un grand merci à tous les 3 pour vos témoignages. Si vous avez des questions à leur poser, n'hésitez pas à les solliciter à la sortie de cette table ronde. Donc on l'a vu, le mobile, un outil d'acquisition client, un outil de fidélisation de clients, aussi un outil pour augmenter son panier d'achat et son business. On est véritablement dans le concret. Merci à tous pour votre attention et si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas non plus à vous connecter au site de la Mobile Marketing Association, mmaf.quelque-chose.org.fr, net, elle dit quoi? FR. Très bien. Merci à tous, bonne fin de journée.